A Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century. Comment tu traduis ça, Georges? Un guide d'un chasseur-cueilleur pour le XXIe siècle. Oh, pas mal. Ok. Donc là, on va faire un livre qui va essayer de nous guider dans le 21e siècle en utilisant les principes de l'évolution, du darwinisme. Et donc, on va parler polyamour, coronavirus, comment transformer notre société en respectant le darwinisme, comment des non-vérités peuvent faire progresser la société, tout ça. Et donc, c'est marrant parce que c'est un livre qui a 2 auteurs, en fait. Donc, c'est Brett Weinstein et sa femme Heather Heying. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Et donc, ils sont biologistes et théoriciens de l'évolution. Et ils ont des points de vue plutôt très intéressants parce qu'en fait, ils essaient d'expliquer pas mal de choses à travers la lentille de l'évolution. Et ils ont été mis sur le devant de la scène, notamment, tu sais, après le scandale à Evergreen, on en avait parlé. Je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé dans The Coddling of the American Mind. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ils avaient les étudiants, ils voulaient faire un jour où les blancs pouvaient pas aller sur le campus et eux, ils avaient fait ouais, c'est de la merde. Et du coup, les étudiants s'étaient vénères. Et voilà. Ouais, ils sont fait extraciser ou genre. Ouais, c'était un peu chelou. Bon, voilà, du coup, ils sont connus pour ça, mais le livre a aucun rapport. Hein. Et donc, non, du coup, ça date, je crois, ça fait 5-6 ans ce truc-là. Et le livre a aucun rapport. Et ils sont stylés, ils sont intéressants. Et donc, on va faire ça. On y go ? Allez, c'est parti. Donc, au tout début, en fait, on va commencer par s'interroger pourquoi nous, les humains, on est si particuliers dans le monde animal. Et en fait, selon eux, la bonne question qu'il faudrait se poser, c'est quoi la niche écologique des humains ? Et donc, la niche écologique, je pense que tu vois à peu près ce que c'est. Tu sais, c'est... enfin, celle d'un perroquet, c'est la forêt tropicale. Je sais pas, celle d'une sardine, c'est la mer. Enfin, tu vois ce que c'est, quoi. On a compris, quoi. Et donc, c'est quoi la niche écologique des En gros, humains, à ton avis ? c'est les conditions naturelles dans lesquelles tu t'épanouis le plus, quoi. Tu survis le mieux. Ouais, en gros, c'est Ouais. ça, ouais. Enfin, C'est ça. ouais, Je en pense gros, c'est les conditions environnementales qui assurent le mieux la reproduction de ton espèce. C'est ça la niche. Ouais, on va dire ça, mais même j'ai l'impression que si t'es en dehors de ta niche écologique, en fait, tu meurs tout simplement. Ok. Donc voilà. Donc là, toute la question, c'est quoi la niche écologique des humains ? Je sais pas si toi, t'as une idée déjà. Bah, je pense, enfin, j'en sais rien, mais si je devais formuler des hypothèses, je dirais c'est une combinaison de présence d'eau, de température euh, et de présence de végétaux ou d'animaux, quoi. Ouais, bah en fait, eux, ils vont plus loin. En fait, ils disent que la niche écologique de l'être humain, c'est le changement de niche, entre guillemets. Tu vois. Et ça peut paraître what the fuck, mais apparemment, d'après eux, en tout cas, c'est ce qui est à l'origine de notre domination, en tout cas matérielle, sur le reste des espèces animales. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même une sorte de paradoxe dans le monde animal d'être généraliste, d'une certaine façon, dans le sens où les animaux, en général, ils sont spécialistes ou rien du tout. Enfin, Oui. et eux, ils donnent l'exemple, t'as des poissons qui vont très vite, comme les sardines, et t'as des poissons qui sont plus ou moins adroits, tu sais, dans les coraux pour éviter les prédateurs et tout. Mais tu fais pas les deux, quoi. T'es pas genre méga rapide et méga agile, ça marche pas. Sinon, il y a un problème de trade-off. Ouais. Après, je sais pas si je suis nécessairement d'accord avec ça, dans le sens où, enfin, nous, par exemple, on est moins agile que d'autres animaux. Enfin, nous, notre spécialité, c'est d'avoir un cerveau plus développé et plus dense que les autres, qui fait que effectivement, on peut développer un surmoi, on peut créer des outils, on peut développer une forme enfin, comment dire, de l'art ou des abstractions qui sortent de la simple survie. Je dirais que c'est plutôt ça notre spécialisation, plus que généraliste, dans le sens où on n'est pas particulièrement fort, on n'est pas particulièrement agile. Enfin, tu vois, il y a plein d'autres aspects sur lesquels on est mauvais, quoi. Bah en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est plus pour répondre au fait que, bah, en fait, ils partent du principe que quelque part, l'être humain, il peut se satisfaire de toutes les niches. Et ça, c'est bizarre, en fait. C'est juste ça qu'ils veulent dire, c'est que normalement, un animal, ça se satisfait pas de toutes les niches. Et justement, parce que
le darwinisme fait que, en tant qu'animal, tu as intérêt à être spécialiste. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est pas la fête du slip, c'est juste que, en fait, ils disent il y a deux compromis, il y a deux types de compromis. Il y a l'énergie, donc imagine t'es un gnou et genre tu t'amuses à avoir des énormes cornes et tout pour poutrer les mâles. Bah en fait, plus tes cornes elles sont grosses, bah plus t'as besoin d'énergie, tu vois. Donc c'est pas gratuit en fait, Ouais. tu vois. Et le deuxième type de compromis, c'est juste le compromis de design. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas être genre giga musclé, giga dense, giga agile à la fois, tu vois. Genre, t'es obligé de trouver... Enfin, typiquement sur l'exemple de la sardine, en fait, la sardine, elle a une forme qui lui confère sa vitesse extrême. Oui. Mais cette forme-là, elle est pas compatible d'être méga agile dans les coraux. Ouais. Donc, t'as énergie et design. Et donc, ils disent juste, bah, en fait, c'est un peu étonnant, quoi. Quand tu dis la niche de l'homme, c'est de changer de niche. Dans la nature, c'est assez particulier, quoi, en gros. Ouais, je vois. Mais après, c'est pas grave, on va pas tergiverser, mais encore une fois, moi, je suis pas d'accord. Je pense que la niche de l'homme, c'est d'avoir un cerveau plus développé que les autres. Et du coup, typiquement, dans ton truc d'énergie, bah, justement, notre cerveau, il consomme énormément d'énergie. Et après, en termes de design, enfin, je sais pas, j'ai pas les connaissances, mais tu vois, genre, notre corps, il est pas particulièrement puissant, tu vois, même versus d'autres animaux. Donc, enfin, après, je sais pas si. Mais en fait, je pense que c'est vrai. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est juste là le point, c'est juste de dire que c'est surprenant qu'on puisse vivre partout et ça se retrouve pas forcément chez les autres animaux. Oui, ok. Et en fait, il propose une explication de pourquoi ça se retrouve pas chez les autres animaux. Ouais, ok. Mais effectivement, ouais, le cerveau humain, bah, il y a aussi des compromis, parce qu'effectivement, il prend plein d'énergie. Et bah ouais, c'est pas la fête du slip, quoi. Il peut pas. Enfin bref, il y a aussi tout un tas de compromis qui vont jouer. Bon, après, il y a des contre-exemples, genre la fourmi et le cafard, tu vois, je pense qu'ils peuvent vivre à autant Eux, ils sont partout, ouais. Ouais. Bref, bah, peut-être que Mais c'est juste une anecdote et que je m'excite dessus pour rien. peut-être. J'ai pas la réponse pour la fourmi et le cafard, mais en tout cas, ils vivent pas sous l'eau. Ok. Alors que nous, on pourrait si on était chaud. Et donc, du coup, ils vont essayer d'illustrer un peu ce changement de niche, cette espèce de généralisme. Et ils disent, typiquement, l'exemple qui vient le plus en tête, c'est ce qui s'est passé il y a 15 000 ans, et même peut-être avant. Ils disent, c'est que nos ancêtres ont dû traverser le détroit de Bering. Donc, je sais pas si tu vois, c'est le truc qui sépare la Sibérie et l'Amérique du Nord. Ok. Et en fait, c'était l'ère glaciaire, donc tout était gelé, donc tu pouvais passer à pied. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que les humains, à cet endroit-là, ils ont dû faire un choix typiquement humain. Donc, soit revenir en arrière à un endroit déjà occupé par plein d'humains, soit rester là et risquer de disparaître avec la glace qui était en train de fondre, ou soit aller vers l'Est, donc en Amérique, dans un endroit complètement inconnu. Et en fait, eux, ils disent, bah, c'est là tout le dilemme de l'espèce humaine de tout temps, donc ils incluent notre époque, c'est de savoir répondre correctement à la question est-ce qu'on reste comme on est ou est-ce qu'on part dans l'inconnu. Il en va de notre survie de savoir répondre à cette question. Et bon, après, ça c'est un truc qu'on a dit 4000 fois, je pense, dans cette émission, mais c'est que c'est vrai que c'est une question qui est aussi au centre de nos débats aujourd'hui. On reste comme on est ou on revient en arrière, c'est en général associé avec la droite du spectre politique. On l'a dit 50 000 fois. Ça a ses avantages et ses défauts. On part dans l'inconnu, on change, c'est associé avec la gauche du spectre politique. Ça a également ses avantages et ses défauts. Voilà, bon, ça on l'a dit 4000 fois, je pense que ça te va. Ouais. On a compris. Et eux, comme ils sont fans des concepts, en fait, ils aiment bien mettre des mots derrière tous les trucs. Et donc, c'est quoi les mots qu'ils mettent derrière on reste comme on est ou on part dans l'inconnu? Eux, ils vont parler de culture et conscience. Et donc, la culture, pour eux, c'est on reste comme on est. Et donc, c'est défini par les croyances et rituels qui sont partagés et transmis au sein d'une population. Voilà. Et donc, selon eux, on fait appel à la culture en temps de stabilité. Donc, on s'appuie sur les sagesses anciennes. Et par opposition, ils définissent dans le livre Conscience par ce package de pensées qui peuvent être transmis aux autres. D'accord. Donc, selon eux, on fait appel à la conscience en temps d'instabilité. Donc, eux, ils pensent que la conscience, c'est quelque chose qui a évolué chez l'homme pour permettre la formulation de nouvelles idées et donc justement pour changer de niche écologique quand il y a besoin. Et évidemment, tout ce qui est produit de la conscience, si c'est utile, ça peut être converti en culture et transmis verticalement au fil des générations.
Et évidemment, si c'était simple de savoir si tout va bien ou si tout va mal, en gros, ça se saurait. Est-ce qu'il faut faire confiance à la culture et la tradition ou au contraire chercher des nouvelles idées? On ne sait pas en pratique, ou en tout cas on n'est pas d'accord. Eux, ils donnent l'exemple, ils disent le Titanic avant l'iceberg. Il y aurait eu débat de savoir si tu changes de cap ou non, quoi. Voilà. Donc juste pour résumer, après on peut commenter, c'est quoi la niche écologique d'Homo sapiens? Donc c'est le changement de niche écologique. Et en fait, comment on fait ça? On a appris à modifier notre software en temps de crise. Et donc en fait, on oscille entre culture et conscience tout au long de notre histoire. Et eux, ils disent carrément la niche humaine, c'est l'oscillation entre la culture et la conscience. Et je trouvais ça assez joli. Je sais pas ce que t'en penses. Ok. J'attends qu'on avance un peu là, je suis perplexe. J'écoute. Et donc, un truc, du coup, une fois qu'on a défini ça, un truc qui est hyper intéressant à propos de la culture. Et je vais tout le temps utiliser cette formulation à partir de maintenant, je pense, parce que du coup, je vais être hyper relou. Je pense que je vais être insupportable. Parce que j'ai pas mal apprécié. Ils disent les croyances culturelles sont souvent littéralement fausses, métaphoriquement vraies. Est-ce que toi, ça t'évoque quelque chose, ça? Littéralement faux, métaphoriquement vrai. J'ai trouvé ça méga puissant. Ok, non, il me faut un exemple. Ouais, on va faire des exemples. Donc, tu vois, imagine, anciennement, si tu croyais que les porcs-épics, ça peut lancer leurs épines, Ouais. bah, c'est littéralement faux, mais c'est métaphoriquement vrai. Parce que en gros, ça veut dire attention aux porcs-épics, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et Ok. donc, il faut rester loin des porcs-épics. Et donc, ta lignée, elle survit si elle croit ce genre de truc. Ok. Tu vois? Littéralement faux, métaphoriquement vrai. Si tu dis, il y a un monstre au fond du puits, bah, c'est littéralement faux, mais c'est métaphoriquement vrai. Tu tombes pas dans le puits, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils disent la culture, c'est souvent littéralement faux, métaphoriquement vrai. Et j'ai trouvé ça pas mal quand même. Ouais. Ok, en gros, métaphoriquement vrai, ça veut dire que genre ça t'envoie quand même un message qui permet d'accroître ta survie ou d'accroître ton bien-être, Ouais, quoi. Même si en c'est soi ça. la teneur du truc est fausse. C'est ça. Et donc, tu vois, tu peux te dire, si tu penses que tu vas aller en enfer si tu respectes pas les 10 commandements, c'est littéralement faux, métaphoriquement vrai. Et tu peux dire que même les religions en général, c'est souvent ça, tu vois. Ouais. Et tu vois, j'ai trouvé ça assez cool, donc je vais être insupportable, hein, je vais le dire à chaque fois maintenant. Il est trop chiant. Et je sais pas si tu te souviens, mais dans le livre de Pinker, là, L'ardoise blanche de Blank Slate, Ouais. tu sais, on se posait des questions. En fait, pourquoi il y a autant de gens qui croient que l'homme est une ardoise vierge? Tu sais que c'est l'éducation qui fait tout. Et par exemple, on avait parlé de la version extrême du féminisme matérialiste, tu sais, qui consiste à dire que les différences hommes-femmes qu'on observe en société, c'est dû que à l'éducation et que la biologie a rien à faire là-dedans. Bah, tu vois, tu peux te dire, est-ce que finalement les gens qui promeuvent ce genre d'idées, est-ce qu'ils sont pas en train de se dire qu'ils sont en train de promouvoir des trucs littéralement faux, métaphoriquement vrais, tu vois? Ça, Ouais. c'est marrant. Ouais, non, mais je vois, mais en gros, enfin, pourquoi on pourrait pas avoir les deux, tu vois? Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr d'avoir compris l'entièreté du message, tu vois? Mais, mais ce que je comprends, c'est que genre, c'est que tu, comment dire? C'est que tu enlèves de la complexité à la vie réelle pour faire passer un message ou pour susciter un comportement qui te semble vertueux. Et du coup, donc Ouais. soit tu enlèves la complexité, soit tu mens, soit juste tu es ignorant et du coup tu es obligé de créer un mensonge parce que in fine, tu veux susciter un comportement qui pour le coup te paraît vertueux. Donc c'est un peu la fin justifie les moyens quoi, ce truc-là. Ouais, mais ouais, c'est un peu ça, et je pense que c'est pas mal, parce que même dans l'exemple du porc épic, je trouve que c'est effectivement lui enlever de la complexité que de dire qu'il lance ses pics, parce qu'en gros, t'es en train de dire porc épic pas bien, tu vois. Oui, c'est ça. Et effectivement, ouais, tu t'enlèves la complexité. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais je suis assez Et d'accord avec la manière dont tu reformules le truc, ouais. enfin, moi je peux comprendre que parfois c'est nécessaire d'occulter la complexité et cetera, mais dans ce Mm. cas-là, genre, enfin, dans ce cas-là, pourquoi on dit pas juste, on considère tel comportement vertueux, pour telle raison, sans nécessairement se créer la métaphore, quoi?
Ouais, non, non, en fait, Sans se créer tu vois ce que je veux dire, la fable. non, mais carrément. Mais en fait, là, le truc, c'est juste qu'ils décrivent, en fait. Oui, oui. Ils se mettent pas encore en juge du truc, c'est juste qu'ils disent, en général, des comportements culturels sont littéralement faux, Oui, c'est vrai, c'est vrai. métaphoriquement vrais. Mais c'est comme un peu, C'est une de leurs features. c'est comme un peu les superstitions, quoi. Tu vois, genre en gros, ne passe pas en dessous Ouais, d'une échelle ou je sais pas quoi. C'est vrai que ouais, probablement, tu as plus de chances de te blesser mhm, si tu fais tel ou tel truc, quoi. exactement. Exactement. Et eux, ils donnaient genre l'exemple d'une tribu, je sais pas où, qui plantait leur truc à la pleine lune. Et ils donnent tout un tas de raisons pourquoi en fait c'est bien de planter à la pleine lune, parce que tu vois, tu te coordonnes, tu marches pas sur les serpents, tu vois, bref. Ouais. Et voilà. Donc effectivement, il y a plein d'exemples. Mais ouais, donc déjà, bon, d'une part, ils font que présenter en fait. Voilà, c'est juste un fait quoi, que la Ouais. culture est en général littéralement fausse, métaphoriquement vraie. Et en plus, je pense pas que ça soit très flatteur quand quelqu'un pense quelque chose, te donne un avis et commence à argumenter. Si tu commences à lui dire c'est littéralement faux, métaphoriquement vrai, je sais pas s'il va être content. Donc c'est sympa comme concept, mais je sais pas si tu peux l'utiliser en débat. Donc c'est assez drôle. Donc ça m'a pas mal plu. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est je pense qu'on connaît tous l'expérience de H. Même si tu connais pas le nom, je pense que tu connais l'expérience. C'est, tu sais, on te montre un problème évident à résoudre, mais tu es dans une salle remplie d'acteurs et tu sais pas que c'est des acteurs. Et quand on demande à la salle la réponse au problème, bah, tous les acteurs donnent la mauvaise réponse. Et tu sais, et toi, du coup, bien souvent, tu vas également donner la mauvaise réponse, la même que celle des acteurs, quoi, du coup, au lieu de donner la réponse qui était bonne et évidente. Et en fait, qu'est-ce que ça dit ça dit cette expérience qu'en fait, on a tous en nous ce logiciel culture, euh, littéralement faux, métaphoriquement vrai. Métaphoriquement vrai ici, parce que si je suis pas d'accord avec le reste de ma tribu, bah, je vais me faire trucider, tu vois. Donc on Oui. a tous ce logiciel-là, et il est pas mal illustré avec l'expérience de H, quoi. Ouais, enfin, Et c'est donc, aussi un biais cognitif, je crois. C'est un nom, enfin, le fait enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, d'avoir un comportement mimétique et ouais, rechigner ou d'avoir peur à avoir un comportement inverse de la foule, quoi, ou des gens qui t'entourent. ouais, ouais. Mais en fait, il y a plusieurs manières de le voir. Donc, il y a effectivement la manière où c'est un biais cognitif. Il y a aussi la manière de voir, c'est notre module culture, quoi, en gros, d'après leur vocabulaire à eux. C'est notre module métaphoriquement vrai, quoi. Ok. Euh, donc voilà. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça, culture ou conscience, en gros, quel est l'avis des auteurs aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire culture ou conscience? Ben, selon eux, aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de la conscience parce que pour continuer dans leur vocabulaire ésotérique là, qu'ils inventent au fur et à mesure, ils disent aujourd'hui Homo sapiens vit dans un monde hyper nouveau, entre guillemets hyper nouveau. Et en gros, hyper nouveau, ça veut dire que le monde change à une vitesse telle que l'évolution, que ça soit au niveau des gènes ou même au niveau de la culture, ne peut plus suivre. Et donc eux, c'est leur justification pour dire qu'il faut donner plus de poids à la conscience. Et c'est cet élément qui fait qu'ils se décrivent comme ayant une coloration politique plutôt de gauche. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc pour eux, quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un qui pense que euh, aujourd'hui, les choses doivent changer, en gros. Et pas rester comme elles sont ou revenir en arrière. Ok. Ouais, non, ça, je suis plutôt d'accord avec ça pour le coup. Euh, voilà. En gros, enfin, je suis d'accord avec le diagnostic, enfin, avec le postulat de départ qui est de dire on est dans un monde qui a une vélocité de changement qui a été jamais vue auparavant dans Ouais. l'histoire de l'humanité en tout cas. Euh, une vélocité de changements technologiques, de changements sociétaux, de changements environnementaux. Euh, et du coup, tu peux pas te permettre voilà. C'est vrai qu'effectivement, l'aspect conscience a plus d'importance aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le postulat de base, je suis d'accord sur le fait qu'on est dans un monde qui change plus rapidement que jamais. Et du coup, effectivement, se Et- reposer sur ces traditions ou sur un corpus législatif ou sur des règles sociales qui ont été créées même il y a 10 ans, c'est plus d'actualité et on le voit avec les évolutions aussi. Enfin, pour moi, le truc, le pan paroxystique de ça, c'est les évolutions technologiques, quoi. Genre, ouais, enfin, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas de smartphone, ça change.
la société, quoi. Tu peux pas avoir c'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans le terme hyper nouveau, c'est qu'en fait, ça va à une vitesse que l'évolution a jamais vue, en fait. Et si tu veux, même l'être humain, en fait, il a un truc pratique, c'est la culture, qui en gros va plus vite que les gènes. Ben là, selon eux, ça va aussi plus vite que la culture, en fait, le changement. Donc en fait, t'as pas d'autre choix que d'être dans la conscience. Et en fait, c'est le thème du livre. Hein. C'est qu'est-ce que le chasseur-cueilleur fait au XXIe siècle. En gros, c'est ça, dans un environnement hyper nouveau. Et donc, selon les auteurs, dans cet environnement hyper nouveau, malheureusement, il faut absolument réussir à avoir une personnalité, ils appellent ça négative à H, négative à l'expérience de H. Donc, même si l'expérience de H, ça nous fait marrer, en gros, faut arrêter. C'est-à-dire que avant, c'était peut-être utile, mais dans un environnement hyper nouveau, t'as pas le droit d'être positif à H, quoi, en gros. Et il faut faire très attention à ça, quoi. Et, donc positif à H, c'est-à-dire être un suiveur, quoi. C'est-à-dire supprimer la conscience au profit de la culture dans un monde hyper nouveau. Mais après, ils vont quand même mettre des petits comment on appelle ça, des petits garde-fous. Donc maintenant qu'on a posé ces bases-là, on va parler du temps long, parce que nous, on vit aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui nous intéresse, hein, c'est le guide pour le 21e siècle, mais l'humain d'aujourd'hui, en fait, est la conséquence de milliards d'années d'évolution. Et donc, on peut se demander, c'est quoi les conséquences de ce temps long, hein, de ces milliards d'années d'évolution sur Homo sapiens aujourd'hui, et quelles clés on peut essayer d'en tirer. Et donc, avant, juste un mot de vocabulaire, j'imagine que tu connais, mais tu sais, en évolution, on parle de fitness. En français, c'est valeur adaptative. Et la fitness, c'est en gros, c'est à quel point ta lignée va persister dans le temps, quoi. En gros, un papillon qui se camoufle pas bien, il a pas une bonne fitness. Et un papillon qui se camoufle bien, il a une bonne fitness. J'imagine que tu connais. Non, je connaissais pas, mais c'est intéressant. Bref, on dit fitness, du coup. Okay. Donc, mais du coup, dans le cadre... c'est fitness towards an environment. C'est genre vis-à-vis d'un environnement. Ouais, en fait, non, dans la pratique, oui. Ouais. C'est juste que dans la définition, c'est pas ça la définition. Dans la définition, c'est ce qui maximise, en gros, la persistance de ta lignée. En gros. Okay. C'est un attribut qui maximise la persistance de ta lignée. Et donc, dans le cadre du temps long, il y a une subtilité que peu de gens remarquent. C'est, tu sais, souvent, on confond fitness et capacité reproductive. Tu sais, on pense que de faire 50 enfants, c'est de la bonne fitness, comparé à un mec qui fait 2 enfants. Et en fait, eux, ils disent que c'est une erreur classique, parce que, imagine la génération du mec qui fait 50 enfants, elle s'éteint au bout de 3 générations, et la génération du mec qui fait 2 enfants, elle continue pendant 100 générations. Clairement, c'est le mec qui fait 2 enfants qui a plus de fitness. Je sais pas si ça te parle déjà, cette erreur classique, en gros. Oui, en gros, pour moi, la fertilité, c'est une des composantes de la fitness. Exactement. Mais c'est pas nécessairement voilà. ce qui fait tout. Tu peux faire 50 enfants qui ont tous genre une maladie hardcore au bout de 6 mois, et ça sert à rien, quoi. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que fitness, c'est vraiment persistance. En fait, c'est un truc qu'on n'a pas assez en tête. Et donc, eux, ils expliquent que dans ce jeu de culture opposée à conscience, il faut avoir en tête que si ce que tu fais, ça t'apporte des avantages à court terme, mais qu'à long terme, c'est une catastrophe, en fait, concrètement, tu es en train de faire n'importe quoi, et c'est tout sauf de la fitness. Et donc, pour continuer dans le vocabulaire ésotérique, ils appellent ça la déraison du gogo. Alors, j'ai essayé de traduire gogo dans le sens attrape gogo, crédule, un truc comme ça. Et ça, je trouve, c'est assez important, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'au XXIe siècle, ce qu'on fait, c'est top. On a l'impression qu'on s'en sort vachement bien. Alors que, tu sais, si on prend un exemple un peu écolo, aujourd'hui, on est clairement en train d'hypothéquer le futur. On est en train de s'enjailler, mais on remplit l'océan de plastique, on pêche tous les poissons, on tue la biodiversité. On se dit, non, mais on va nettoyer plus tard, tout ça. Et on va mettre la clim, tout ça. Et eux, ils appellent ça la déraison du gogo. Et donc, selon eux, c'est complètement orthogonal au principe darwiniste de fitness, de valeur adaptative, de persistance. Tu vois le truc ? Ouais. Et je trouve ça intéressant, parce qu'il y a pas mal de discours, il y a pas mal de mecs à la télé qui disent oui, les limites à la croissance, ça fait 50 ans qu'on en parle, c'est jamais arrivé, tout ça. Et en gros, c'est typiquement des gens qui confondent fitness et capacité reproductive, quoi, quelque part. Oui, oui aussi.
Je sais pas, moi je suis de plus en plus dans la démarche de, enfin, je refuse d'accorder du crédit aux teubés, quoi. Juste peut-être qu'ils sont. Non, mais ouais, moi je pense que sincèrement, les gens qui disent ça, c'est soit ils sont débiles, soit ils ont un agenda, tu vois. Ouais. Dans le sens où ils veulent promouvoir un certain intérêt, un certain type de, ils veulent promouvoir certains intérêts. Voilà, donc c'est soit ils sont convaincus du truc, mais ils sont malveillants ou cyniques, soit ils sont pas convaincus du truc et ils sont teubés. Voilà. Hmm. Ne leur accordons pas plus de crédit qu'ils ne le méritent. Tu vois. Parce qu'en plus, Bon, alors, le c'est pas arrivé, en soi, c'est complètement arrivé, puisqu'on est complètement dans les courbes qu'ils avaient prévues. Tu vois. Donc en fait, mais je pense qu'en les appelant des gogos, je suis pas sûr oui, oui, je c'est suis ça. pas sûr que ça leur fasse plaisir Ouais. non plus. Et donc, bon, voilà, donc dans une époque hyper nouvelle, il faut absolument faire appel à la conscience, éviter la déraison du gogo, être négatif à H, donc pas se conformer bêtement, tout en gardant un grand respect pour la droite du spectre politique. Alors là, voilà, ils mettent des petits garde-fous, et tu sais, ils citent le principe de la clôture de Chesterton. C'est un principe qui te dit que, tu sais, si tu vois une clôture quelque part sur la route, il faut partir du principe qu'elle est là pour une bonne raison, et donc ne pas enlever la clôture sans comprendre à quoi ça sert, en fait. Euh, le gars disait, si tu ne vois pas l'utilité de cette clôture, je ne vais certainement pas te laisser la détruire. Va, réfléchis et reviens quand tu auras compris, et là, on pourra discuter. D'ailleurs, il donne l'exemple que, tu sais, les médecins, avant, ils enlevaient le gros intestin Ok. chez les gens. Ils étaient en mode, bah, on sait pas à quoi ça sert. Et donc, ils enlevaient le gros intestin, et les mecs étaient vénères, tu vois, après. Et donc, c'est un peu l'illustration de la clôture de Et ça Chesterton. sert à quoi le gros intestin? Bah, je sais pas, j'imagine que tu fais moins bien caca si t'as. Ouais, ok. Je sais pas, ils le disent pas Mais en dans le gros, livre, touche malheureusement. pas à mon gros intestin, quoi. Ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, absolument faire appel à la conscience, éviter la déraison du gogo, être négatif à H, tout en gardant un respect pour la droite du spectre politique. Attention à la clôture de Chesterton. Et un truc intéressant aussi, c'est Mais moi, je suis pas sûr que, quand. enfin, Ouais, non, vas-y. mais après, ça, on l'a déjà dit plusieurs fois et ça a rien de novateur, tu vois. Mais je suis pas sûr qu'il faille garder du respect. Non, mais en fait, mon point, c'est genre, ça dépend du niveau d'urgence, tu vois. Si tu es dans un niveau d'urgence qui est très élevé comme aujourd'hui, ou genre dans 50 ans, les conditions d'habitabilité de notre planète, elles sont foutues, et que du coup, genre, notre lignée, justement, notre fitness, elle est grandement dégradée, tu vois. Je suis pas sûr que dans une époque comme la nôtre, aujourd'hui, euh, il faille nécessairement garder du respect pour tes opposants. Enfin, en tout cas, ça dépend. Après, moi, c'est mon opinion personnelle, tu vois, mais genre, je pense que si tu es quelqu'un qui est convaincu de l'urgence climatique, et si tu es quelqu'un qui observe un peu les tendances actuelles, qui est que juste on consomme de plus en plus de charbon, de gaz, de pétrole, et que si tu es quelqu'un qui constate que depuis 50 ans, on a fait aucun effort, ou on n'avait pas parvenu à modifier nos comportements là-dessus, dans ce cas-là, Hmm. si tu adhères à cet ensemble de postulats, est-ce qu'il faille nécessairement être respectueux, tu vois? Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que le mec en question là, qui a écrit le livre avec sa femme, en fait, il était à l'initiative d'un truc aux États-Unis qui s'appelait The Unity Project. Yes. Et en fait, The Unity Project, c'était, bah, en fait, vu qu'à l'élection, il s'était retrouvé, tu sais, avec Trump, à choisir entre Trump et Biden. Et bah, je pense que quand tu es américain, c'est triste, tu vois. En gros, ils avaient créé un truc qui s'appelait le Unity Project. Et donc, alors, il faudrait vraiment s'intéresser de près à pourquoi c'était intéressant. Mais en gros, le principe, c'était de prendre deux patriotes, un mec de centre droit et un mec de centre gauche. Et en gros, ils se présenteraient à deux à l'élection. Et je sais plus, il y avait un système où genre il y en a un qui règne avec l'autre qui est un vice-président, et après ils échangent ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc lui, il était vraiment à l'origine de ce truc-là. Évidemment, ça a été banni de toutes les plateformes de réseaux sociaux, parce que c'est pas bien de faire ça. Mais si tu veux, lui, il est vraiment dans cette optique de, quand il dit avoir du respect pour l'autre côté du spectre politique, c'est en gros avoir du respect pour ce jeu qui est que de la discussion entre deux personnes raisonnables de droite et de gauche va naître la solution équilibrée qui sera la bonne. Tu vois, ils disent que si tu laisses la conscience, donc la gauche ici, y aller de bon train
sans être bridé, bah, tu vas abattre les barrières, les haies de Chesterton, et tu vas probablement abattre des trucs qui étaient là, qu'il fallait pas abattre, tu vois. Ouais, Et donc, eux, ils ont vraiment ce respect, en fait, pour ce qui est produit, en fait, par cette tension entre deux personnes bienveillantes des deux côtés, quoi. ouais, oui, non, mais après, enfin, en soi, je suis d'accord avec ça. Et puis, en fait, enfin, on n'a pas la réponse. C'est un exercice très abstrait, ce qu'on dit. Mais voilà, moi, la question que je pose, c'est à quel moment on considère que, en fait, ce débat respectueux et cet échange, genre l'échange constructif non violent, à quel moment on Ouais, considère qu'il est caduque et qu'il n'apporte pas la ouais, meilleure solution ou qu'il n'est pas suffisamment rapide au regard de l'urgence du problème. Et moi, j'ai ouais, et d'accord. moi, j'ai pas la réponse là-dessus et Ouais, ouais, je suis ouais. pas sûr. Et si ça se trouve, en fait, être violent ou être non respectueux, ça va encore plus retarder la solution parce que ça va braquer l'autre et il va devenir agressif et s'armer ou j'en sais rien. Mais donc, tu vois, j'ai pas la réponse, Ouais. mais ma question, c'est, pour moi, il n'est pas évident qu'en tout temps, être respectueux, être non violent, être non coercitif, c'est pertinent. Oui, oui, oui. Et moi, je pense que ça se mesure au regard de l'urgence d'une situation. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. De là, je pense qu'il y a juste deux choses peut-être qu'il faudrait retenir. C'est déjà, j'encourage les gens à aller lire des trucs sur le Unity Project parce que je trouve que c'est intéressant comme initiative. Tu vois, c'est marrant, quoi. Le mec, un biologiste qui lance un truc comme ça. Euh, Ouais. c'est quand même un truc de ouf, tu vois. Donc le gars, il est un peu toqué déjà dans sa tête, donc il est marrant. Et de deux, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ça me fait penser. Tu sais, j'avais regardé le truc avec Zemmour chez Hanouna, là. Il avait fait un truc où, genre, il avait fait Face à Baba avec Zemmour. Ouais. Et, euh, et en fait, tu sais, ils font venir des gens qui font que lui gueuler dessus comme des putois. Et il y en avait un avec, tu sais, avec le Larousse, comme ça, c'est quoi la définition de raciste dans le Larousse et tout. Il faisait que crier, tu vois. Et à un moment, je me suis posé la question, mais c'est quoi le nombre de mecs qui soutiennent Zemmour qui ont changé d'avis à l'issue de ce truc-là, tu vois? Ouais. Et ben, je pense que c'est proche du vide absolu, tu vois, et du néant absolu. Donc ça, je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais là, je m'étais vraiment fait la remarque, mais ouais, on est proche de zéro là, je pense, hein. Ouais. Facile, hein. Donc ouais, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas la réponse comme tu dis. Mais comme tu dis, ouais, c'est chaud. Euh, un autre truc intéressant qu'ils disent, c'est, tu sais, quand on fait référence à la conscience, c'est souvent des pensées hétérodoxes, du coup, Ouais. par nature. Je sais pas si tu es d'accord. Mm. Donc, c'est des pensées qui sont à la périphérie du discours public. Et eux, ils disent, alors je sais pas si c'est 99% le bon, le bon chiffre, mais en gros, ils disent 99% de ces pensées, c'est de la merde. D'accord. C'est des théories du complot fausses, c'est des trucs qui n'ont aucun sens, c'est des trucs qui marchent pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi là qu'il y a les 1% de trucs intéressants. Et ces trucs intéressants, c'est la clé. D'accord. Et donc, ça, c'est souvent un des trucs qui est contre-intuitif pour les gens, qui est lié à la liberté d'expression aussi. C'est que les gens, ils ont tendance à se dire, parce qu'il y a 99% de merde, alors il faut bannir, il faut légiférer, il faut supprimer, il faut empêcher de parler, tout ça. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est hyper contre-intuitif. C'est que non, il faut pas faire ça, parce que justement, tu as 1% de choses là-dedans qui sont la clé, et qu'il n'y aura pas autre part. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je pense. En gros, c'est un peu un truc de enfin, je sais pas, c'est peut-être peut-être ça rejoint des théories de la créativité que je connais pas, mais en gros, en mode, faut dire X conneries ou faire X essais pour aboutir à une théorie intéressante. Ouais. Tu vois? Bah, on peut en parler un peu. Tu sais, moi, ça me fait penser à, tu sais, un peu le manège à caca là, que c'était là, et que c'est toujours d'ailleurs le Covid sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, Tu sais, j'ai essayé de regarder un peu qu'est-ce qu'ils étaient en train de branler dessus. Et en fait, je trouve que c'était ça m'a pas mal désarçonné. Tu vois, typiquement, YouTube, il supprime les contenus contraires à ce que l'OMS a décidé, Ouais, en précisant que si l'OMS change d'avis, YouTube changera d'avis. ouais. Et tu te souviens, au début, on nous disait faut pas mettre de masque, et après on nous disait faut mettre des masques. Enfin, c'est bizarre, tu vois. On- Ouais, ouais, mais Tu vois ce que je... ouais, ouais. En fait, là, c'est un peu tout le débat sur les fake news, les Exactement. bulles algorithmiques, le complotisme. Exactement. Mmh.
exactement. Mais ici, l'argument, c'est de dire que oui, il y a 99% de merde, mais le problème, c'est que si tu commences à tout supprimer, en fait, ça, les 1% qui sont la clé, t'auras pas accès, en fait, Ouais, mais malheureusement. enfin, tu vois, tu présentes la problématique comme étant encore un peu un booléen en mode soit t'autorises tout, soit t'interdis trop de trucs. Enfin, c'est un peu une question de curseur, quoi. Est-ce que on laisse et genre, tu vois, genre typiquement, moi, je suis pas partisan du curseur totalement libre, tu vois. Je pense qu'il y a des, Ouais, ouais. je pense qu'il faut exercer, si possible, il faut exercer une forme de contrôle sur l'information. Il faut potentiellement pénaliser ou réduire la viralité des contenus qui sont irrespectueux ou agressifs ou enfin bref, c'est un peu le débat sur la liberté d'expression quoi. Et genre, je ne suis pas certain que dans l'époque où on est, il faille une liberté d'expression totale et complète, tu vois. Je pense que je te rejoins, en fait, mais c'est juste que moi, la seule chose que je dis, c'est que les trucs que je cite là, en fait, je remarque que ça me gêne et que c'est clairement en opposition avec ce que l'auteur dit, qui est qu'en fait, clairement, ça nous empêche de faire sens de la situation, tu vois? Oui, après, enfin, Et là où je te rejoins, c'est que genre, ce qui est difficile, c'est l'implémentation, tu vois? À partir du moment où tu dis: «OK, on peut pas laisser tout libre, on peut pas tout interdire parce qu'après c'est 1989, donc il faut placer un curseur». Le plaçage du curseur, c'est extrêmement complexe et c'est un travail un peu permanent qu'on aura, genre, comment on le fait, qui décide, selon quelle modalité et cetera et cetera. Heu mais tu vois, genre les postulats de l'auteur là enfin, si tu prends le postulat des auteurs à la lettre, eux, c'est une liberté totale quoi. C'est de dire: «Bah, on laisse les 99 merdes se faire parce qu'on veut le un à la fin qui va être précieux», tu vois? Et ouais. et moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça parce que le un précieux, il peut très bien être noyé dans les 99 merdes si les gens sont teubés, tu vois? Et le un précieux juste, enfin, encore une fois, après c'est très il faut peut-être des exemples concrets et c'est très abstrait ce qu'on raconte. Mais genre Bah, c'est non, mais peut-être qu'il y aura un truc très intelligent qui émergera, mais s'il suscite pas l'adhésion parce qu'il est noyé dans un torrent de merde, bah, en fait, ton truc, il sert à rien, tu vois? ouais, mais c'est pour ça qu'en fait, je te donne un peu des exemples. J'essaie de donner un peu des exemples concrets Ouais, avec ce qui se passe avec le Covid et la suppression de vidéos. ouais, À partir du moment où l'OMS change d'avis, ce qui est normal, hein, ouais, même si on leur accorde du crédit et qu'on dit c'est des scientifiques, les scientifiques changent d'avis quand il y a des nouvelles preuves et tout ça. À partir du moment où ils changent d'avis, euh, le fait de supprimer les vidéos des gens qui les critiquent, enfin, forcément, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Donc c'était histoire de trouver des exemples concrets. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu te souviens aussi, mais Facebook supprimait les posts quand tu parlais de l'hypothèse du fait que le virus avait fuité d'un labo. Ouais, Hein, supprimait les posts. Maintenant, ils ont arrêté de le faire. Mais enfin, la probabilité qu'il ait fuité d'un labo, c'est une probabilité à 2 chiffres. Enfin, c'est pas un truc où tu supprimes les posts des gens. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, enfin, c'est clairement un peu un shit show, tu vois, ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça va pas. J'ai j'ai lu la policy de YouTube, c'est ils suppriment les contenus qui affirment qu'il existe un remède à l'efficacité garantie contre la Covid-19. Euh, ils suppriment les contenus qui affirment que les vaccins contre la Covid-19 ne réduisent pas le risque d'attraper cette maladie. Et tu vois, et genre, on fait quoi s'il y a un variant qui arrive qui échappe au vaccin un jour? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, un des trucs que l'auteur redoute, c'est que, en fait, quand tu vaccines les gens au milieu d'une pandémie, en fait, tu mets une grosse pression darwiniste sur le virus pour qu'il échappe au vaccin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vacciner, ça veut juste dire qu'il faut le savoir, d'accord? Et donc, c'est possible qu'on ait des variants qui arrivent qui soient de moins en moins touchés par le vaccin. C'est possible. Genre, à quel moment on arrête de te supprimer la vidéo? Tu vois? Et voilà. Et moi, perso, je suis pas enchanté par le shit show, là. Et voilà, bah, ça me fait ça quand il disait ces trucs là sur les 99%, moi ça me faisait penser à ça, tu vois? Ouais, non, mais c'est des bons exemples. Enfin, moi, je peux être fouillé, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser parce que, enfin, en fait, ça dépend je sais pas, j'ai l'impression que le fond du sujet, ça dépend le degré de confiance que tu as dans l'intelligence du citoyen ordinaire, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et combien voilà, combien tu as confiance dans sa clairvoyance, dans son esprit critique et dans sa capacité à allouer du temps à se renseigner, quoi. Et Mais par rapport à ça, c'est possible qu'ils seraient pas obligés de supprimer des vidéos si jamais leur algorithme ne créait pas ce genre de problématique. C'est oui, possible aussi. Si ça faisait pas des espèces de rabbit hole, où genre en gros tu cliques sur un truc et ça te donne, 50 vidéos, encore plus hardcore, oui, et tu peux pas sortir de ce truc. ouais. Donc c'est aussi possible que ça soit une situation qui soit auto-créée, en fait. Donc, je sais pas, moi je suis pas enchanté, hein, par par ce Non, truc, ouais, clairement. après moi je suis pas Tu vois, enchanté, genre mais j'en ressors pas en me disant: «Ouais, stylé», tu vois? non, je suis d'accord, mais après enfin, sur cette histoire de supprimer ou juste réduire la viralité ou changer l'algorithme, enfin, pour moi, c'est juste des débats, c'est comment te dire? C'est des débats sur les modalités d'implémentation, tu vois? C'est qu'à partir du moment où tu Mmh. dis: «Je veux pas, assurer une liberté totale, Mmh. comment j'implémente ça?» Tu vois? Mais Oui, 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 non, mais c'est clair. OK, ouais, Et donc pour revenir à l'évolution, en fait, enfin, juste ce qu'il faut dire, c'est eux dans leur histoire de culture, opposée à conscience, c'est vrai que la culture, ça a tendance à être les choses qui ont fait leurs preuves, et la conscience, ça a tendance à être globalement quand même des trucs assez expérimentaux. Attention, tu vois? Genre, il y a c'est là qu'est la clé, mais il faut pas être surpris s'il y a 99 de merde dedans, quoi. Donc voilà, OK. ça c'était sympa. Et autre produit de ce de ce temps long, c'est ce qu'ils appellent le principe oméga. Et donc le principe oméga, ça sonne bien, en fait. Ils expliquent qu'ils l'ont appelé comme ça, tu sais, parce que ça rappelle le nombre pi. Ouais, Et donc pi, ça te dit que le périmètre du cercle est intimement lié, au rayon du cercle. Et donc eux, ils disent, bah, de façon analogue, le principe oméga te dit que culture et gène sont intimement liés. Et donc on en parlait plus haut, tu sais, on se demande souvent, est-ce que, par exemple, est-ce que certains comportements humains typiques sont transmis culturellement ou génétiquement? Et en fait, bah, le principe oméga te dit que sur un temps long, la culture est forcément au service des gènes. Et donc, en fait, les deux, culture et gènes, sont forcément au service de l'adaptation darwiniste. Et donc, selon eux, il n'existe pas de culture qui survive sur un temps long sans servir le génome. Tu vois un peu le truc ou pas? oui, je comprends. C'est si je reformule, c'est de dire que, en fait, le darwinisme, c'est ta capacité à perpétuer ton espèce, dans un environnement donné, et cette capacité, cette capacité-là est grandement déterminée par tes gènes et par la culture que tu vas créer. Et en fait, si ta culture, elle va à l'encontre de ton génome, c'est-à-dire que genre, Mmh. elle va à l'encontre de la manière dont tu es fait, de tes envies, en fait, en gros oui, non, pardon, je l'ai mal dit. En fait, c'est ton génome est là pour faire en sorte que tu survives. Et donc si donc en fait, ta manière de penser, la manière dont ton corps est constitué, heu donc c'est tes gènes, et tes gènes, leur seul but, c'est de faire en sorte que tu te reproduises et que tu survives. Et du coup, si toi, tu crées une culture, parce que tu as un cerveau plus développé ou j'en sais rien, qui va à l'encontre de ta survie, bah, nécessairement, dans le temps long, en fait, tu vas pas survivre, ou tu vas moins survivre ou être moins ou avoir moins Mmh. de fitness que le mec d'à côté, qui lui a une culture en accord avec ses gènes. Et du coup, tu vas potentiellement disparaître ou ta culture, elle va se réduire, quoi. Ouais, c'est en gros, si ta religion, c'est de te couper les 2 jambes, bah, c'est sur un temps long, ça risque de pas le faire. Je sais pas c'est quoi les autres avantages de ta religion, mais il y a moyen que ça Ouais, le fasse pas. Et donc eux, ils justifient ça, mais en gros, c'est ce que tu as dit, hein. Ils disent que la culture, ça coûte cher parce que bah, déjà, c'est une dépense énergétique du cerveau, et ensuite, bah, c'est des blocages d'opportunités. Tu sais, quand on te dit: «Bah, tu peux pas tuer, tu peux pas coucher avec n'importe qui», bah, en gros, ça te restreint, ouais. donc ça coûte cher. Et donc si ça coûte cher, enfin, ça peut pas coûter cher et en même temps servir à rien, selon eux. Et donc voilà, pour eux, c'est vraiment un tandem, adaptatif. Et donc eux, ils disent C'est vrai, qu'ils en déduisent ce. enfin, Mmh? c'est vrai que c'est un tandem adaptatif, mais il faut faire attention parce que je pense que tu peux avoir un très grand nombre de cultures qui sont adaptées. Enfin, tu vois, c'est une relation de un pour n. C'est-à-dire nos gènes, je pense qu'ils sont tous relativement similaires, notre Mmh. patrimoine génétique entre êtres humains. Par contre, je pense qu'on peut avoir plein de cultures différentes qui sont, adaptées à ce patrimoine génétique-là. Ah oui, oui, carrément, ouais.
Ouais. Ouais, ouais, Non, ouais, ouais. c'est peut-être moi qui l'avais mal compris du coup. Enfin, ce que je veux Bah, dire, c'est qu'il faut pas mal interpréter le truc parce que tu pourrais te dire, du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être qu'une culture un peu, de la ah oui, quoi. non. Tu vois ce que je veux Non, dire? non, non, c'est pas ça qu'ils disent. Non, non. Oui, Non, ce qu'ils disent, du coup, le principe oméga, c'est tout trait culturel qui est présent sur un temps long doit forcément être présumé adaptatif. oui. Voilà, ça c'est le principe oméga. Et attention à la subtilité, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, à la base, je suis pas du tout d'accord avec eux. En fait, je pense que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Et en fait, il y a eu un débat entre lui et Richard Dawkins. Je sais pas si tu vois Richard Ouais, Dawkins, c'est le mec qui a écrit Le gène égoïste. ouais. Et donc, il est assez connu pour avoir vulgarisé et inventé pas mal de concepts dans ce domaine-là. Et en fait, Richard Dawkins, moi je suis d'accord avec lui du coup, il dit qu'il n'y a pas de règle qui te dit qu'un mème ou une culture doit forcément être adaptatif pour se répandre. Il te dit un virus, c'est pas adaptatif et pourtant ça se répand. Tu vois. Il n'y a pas de, il y a rien d'intrinsèque qui oblige le truc à être adaptatif pour se répandre. Et donc c'est pour ça que je pense que les auteurs ont rajouté présumé adaptatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut présumer le truc adaptatif, Bah, c'est mais il n'y a pas de règle qui te dit que ça l'est forcément. Tu vois ce que je veux dire? ah oui, oui. Mais après, Voilà. bah, Ça, c'est le point de Dawkins, quoi. ouais, mais enfin, après eux, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui rend leur postulat un peu inexorable ou un peu, genre, difficile à contester, c'est le côté Mm. temps long et le côté présumé, quoi. Et Ouais, c'est ça. et le côté multitude de traits aussi, parce qu'ils disent tout trait. Ils disent pas toute culture, tu vois? Mm. Parce qu'en vrai, genre, une culture en globalité, elle est composée de X traits. Et en fait, tu peux avoir une majorité de traits qui sont très adaptatifs et qui te donnent un avantage et un qui te pénalise. Et dans ce cas-là, ce un, il va quand même perdurer parce qu'il est dans ta bulle culturelle. Tu Oui, oui, vois. oui, oui, oui. C'est ça, on avait parlé là, dans The Moral Landscape des mecs, je crois que c'était en Tanzanie, qui chassaient les albinos. Ouais, Et donc tu peux te dire, bon, bah, les albinos, il n'y en a pas beaucoup, ça doit pas coûter bien cher de les chasser, et en même temps, ils doivent s'enjailler, ils doivent, ils doivent se faire des potes pendant la chasse et tout, c'est donc tu ça. vois, Et genre, genre, ils deviennent trop stock. genre l'un dans l'autre, C'est ça. ça converge, Et ça, c'est supérieur à un, tu et ça les rapproche de ouf. vois. C'est ça, Et ouais. ils s'aiment trop pendant toute leur vie après parce qu'ils ont C'est tué ça. ensemble des albinos. Mais tu vois, typiquement, Richard Dawkins, il aime pas la religion. Et donc, pour lui, ça l'arrange bien de dire, bah, en fait, ça peut très bien être un virus de l'esprit. Et juste, en fait, c'est un réplicateur. Et en fait, le réplicateur a pas besoin d'avoir une utilité, euh, de t'apporter une utilité du moment qu'il se réplique efficacement et assez rapidement. C'est comme un virus, hein. Donc, je pense qu'il a raison. Mais effectivement, il faut faire attention à la subtilité. C'est-à-dire que un réplicateur qui t'apporte un avantage, bah, effectivement, il va plus se répliquer. Oui, C'est comme bah, voilà, le coronavirus, quand il fait des mutations, il a tout intérêt à muter en un truc qui nous casse pas les couilles, oui. parce que s'il nous casse les couilles, nous, on va lui casser les couilles, tu vois. Donc, en fait, quand tu es un réplicateur, tu as tout intérêt à apporter un avantage à ton hôte, en fait. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, Mais t'es pas obligé. Mais t'es pas obligé. oui, oui, tu pas obligé, mais juste dans le temps long et C'est ça. dans la multitude des réplicateurs qui peut exister, pas nécessairement, c'est ceux qui t'apportent un avantage qui survivent, tu Voilà. vois? Donc Et donc, voilà. donc en gros, enfin, dans le temps long, Dawkins, il a tort, quoi. C'est les auteurs qui ont raison, tu Bah, en fait, disons que Dawkins, je trouve qu'il est plus dans un raisonnement mathématique qui est de dire, en fait, c'est possible. Juste, vois? Ouais. bah, en gros, il n'y a rien qui oblige un réplicateur à t'apporter un avantage, quoi. En gros, tout simplement. Oui, oui. Donc c'est plus, bon, voilà. Bon, après, vous regarderez, il y a un débat entre lui et Dawkins. Bon, Ouais. c'est intéressant, ça s'écoute. Oui, mais enfin, à un instant T, il y a rien qui oblige un réplicateur à t'apporter un avantage. Mais par contre, Ouais, genre, après une série de X générations, heu, ouais. il est fort probable, c'est un raisonnement probabiliste, quoi. Oui, c'est ça. Il est fort probable C'est que ça. les réplicateurs qui perdurent sont les réplicateurs qui te confèrent un avantage. Donc en fait, Ouais. Non, je suis un peu c'est d'accord, ouais. l'aspect après X générations et proba qui tu vois ce que Ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis un peu d'accord, ouais. Ah, je suis d'accord avec les deux. Euh, donc ouais, plus généralement, il nous donne le triple test qui te dit si un trait doit être présumé adaptatif. En gros, s'il est complexe, s'il a un coût énergétique ou matériel et s'il est persistant, il doit forcément être présumé adaptatif. Mais tu vois, il garde le mot présumé à chaque Ouais. fois. Voilà. Donc là, on s'est bien amusé avec tous ces principes. Et
comment est-ce qu'on va essayer d'appliquer tout ce qu'on a appris à la vraie vie, à celle du 21e siècle. Donc il y a plein d'exemples, on va pas tous les faire, mais on peut en faire quelques-uns. Donc typiquement la médecine, tu vois, avant on disait on retirait le gros intestin des gens, bon bah fausse bonne idée. Et aujourd'hui, tu sais, on retire l'appendice. Et je sais plus si c'est toujours le cas, mais tu sais, la clôture de Chesterton et le principe de l'adaptation nous disent attention, l'appendice, ça sert forcément à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des raisonnements, entre guillemets, de base que tout un chacun devrait maîtriser, qui sont des outils précieux, en fait, pour tout type de raisonnement, tu vois? Et là, en fait, juste, bah, l'appendice, ça sert forcément à quelque chose, tu vois? Il y a pas de débat, en fait. Sinon, c'est pas possible, en fait. Et en fait, ça sert à quoi? Du coup, ils expliquent. En fait, en effet, l'appendice, apparemment, c'est une sorte de réservoir à microbiote, parce que, enfin, quand on vit pas nos vies, aseptisées, apparemment, bah, tu as souvent la chiasse, quand tu vis dans la forêt. Et avoir la chiasse, ça te vide de ton microbiote et donc apparemment, c'est important d'avoir une petite réserve, tu vois, de microbes, qui puissent, repeupler facilement, tes intestins une fois que tu as tout bien vidé. Et donc, ayez la chiasse, ça vous empêchera d'avoir des appendicites. Et tu sais, je trouve ça intéressant parce que typiquement, je me suis déjà posé la question quand j'étais petit, bah, c'est débile, pourquoi les gens ils ont des appendicites, comment ils faisaient les hommes de Cro-Magnon, tu vois? Ouais. Bah, en fait, ils avaient pas d'appendicite, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Juste, ils avaient pas de problème, en fait. Et, et tu vois? Et ça, c'est un exemple d'application de raisonnement basique darwiniste, en fait, à un truc ultra moderne, quoi. Oui, oui, en gros, c'est de dire, c'est que si c'est un truc qui a perduré dans le temps, Exactement. et si c'est un organe qui est là depuis le truc, c'est qu'il Mmh. il a dû avoir une forme d après tout le débat, c'est est-ce que tu es dans le un ou dans le enfin, en gros, le débat, c'est sûr qu'il a une forme d'utilité, mais la question, c'est Ouais, est-ce que, au regard de l'évolution du monde tel qu'il est aujourd'hui et du fait que la société, les 100 dernières années, elles ont très vite, est-ce exactement, que ce trait-là, exactement, il est toujours pertinent et est-ce que le rapport bénéfice-coût de ce trait-là ou de cet exactement. organe, il a pas été modifié, tu Exactement. Bah, c'est le côté hyper nouveau, vois? Ouais, et tu vois, il donne l'exemple, tu sais, on met des bagues, sur les dents des enfants, ouais, heu, c'est enfin, c'est pas normal, enfin, en soi, ouais. il y a un truc qui fait qu'ils ont les dents cheloues. C'est sûrement, lié à l'hyper-nouveauté. Pareil avec les dents de sagesse. Pourquoi on a des problèmes avec les dents de sagesse? Il y a sûrement un un bail un peu chelou avec, notre époque qui fait que c'est là. Et ils expliquent Et pas? Non, ils disent juste, non, OK. non, mais je crois que j'avais si, alors je me souviens plus si c'est, si, en fait, je crois qu'il parlait, mais c'est pas dans le bouquin, mais c'était dans une autre interview où en gros sur les bagues, je crois que, bah, en gros, tu sais, ça a à voir avec les trucs que tu fais bouffer aux enfants, les tétines, ce genre de choses. OK. Et en gros, je crois qu'il avait cité les travaux d'un docteur qui avait donné des trucs spéciaux à mâchouiller aux enfants pour simuler je sais plus quel truc, du paléolithique. Et du coup, bah, il développait des dentitions, bien. Alors, Ouais. à prendre avec des pincettes, hein, je connais pas, mais Oui et puis c'est vrai mais ça pourrait être une partie de la réponse. ouais et puis c'est des exercices extrêmement compliqués parce que, enfin, la question parce que tu aussi, il faut avoir des certitudes sur l'avant, tu vois? Pour pouvoir comparer par rapport au présent et peut-être que juste avant, ils avaient des dents pourries et ils s'en battaient les couilles et ils mouraient à et tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, en gros, là, en disant que les bagues, c'est anormal, parce qu'en gros, les bagues, pourquoi les gens les mettent? Pour avoir des dents, alignées, belles, tu vois? Mmh. Et en gros, peut-être que c'est juste que les standards esthétiques ont changé et avant, ils avaient des dents chum et ils s'en battaient les couilles, tu Ouais, ouais, peut-être, peut-être. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que typiquement avec l'exemple du docteur qui fait mâchouiller des trucs, aux enfants là, vois? Ouais. bah, en fait, de se poser ces questions de base, Oui, en fait, de te dire: «Beh, c'est pas normal, en fait, a priori». Tu vois? A priori, c'est pas normal. Du coup, ça permet l'émergence de trucs intéressants. Alors peut-être que le mec il fait du bullshit, hein, oui. mais en tout cas, si c'est pas du bullshit, tu vois, il y a un truc qui a émergé en se basant sur, le principe de base darwiniste que, bah, non, il y a un truc qui cloche, quoi. Oui, c'est vrai. Et Oui, et ouais, en gros, le postulat, c'est de dire que s'il y a quelque chose qui arrive à une proportion pas négligeable des gens systématiquement, ça ouais, il faut partir du postulat qu'il a une forme d'utilité et il faut essayer de comprendre son utilité avant de chercher à mmh, corriger ça ou à le supprimer, ouais. ouais, exactement, exactement.
Donc eux, voilà, ils critiquent aussi le fait que, tu sais, aujourd'hui, il y a une pilule pour tout, alors entre guillemets. Donc, tu sais, ils disent, tu as des émotions humaines, donc on te donne une pilule. Apparemment, tu sais, ils disent apparemment, c'est pas normal que les enfants veuillent pas rester 8 heures sans bouger en classe. Alors que, bah, si, c'est un peu normal, tu vois. Et tu sais, souvent aux États-Unis, je crois qu'on leur file des médocs Ouais, quand ils sont relous. ouais. C'est les trucs pour Donc, attention disorder, là. ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, eux, ils disent, bah non, mais enfin, juste c'est normal. Ils disent, tu sais, tu te casses vite fait le poignet, on te met un plâtre, alors que évidemment, enfin, que si nos ancêtres qui se cassaient le moindre petit truc mouraient, bah non, ça marcherait pas comme ça. Et donc lui, il raconte toute son anecdote où il s'était cassé un poignet et puis il avait mis autre chose et du coup le médecin était étonné de à quel point ça avait guéri vite. Enfin, bon, je sais pas s'il faut le croire, tu vois, mais bon bref. Voilà. Aujourd'hui, tu es malade avec un truc anodin, on te donne des antibiotiques. Dommage, il se trouve que le microbiote, ça sert à quelque chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, on s'est calmé un peu avec les antibiotiques quand même pour les trucs anodins. Et voilà. Mais bon, l'idée, c'est d'essayer de raisonner au maximum avec des trucs de base darwinistes. Et tu vois, c'est intéressant. Ils disent on peut appliquer les mêmes raisonnements sur la nourriture. Donc, typiquement, éviter tout ce qui est hyper nouveau. Donc, pour reprendre leur vocabulaire, donc tout ce qui est aliments ultra transformés, conservateurs chimiques, trop de sucre tout le temps, gluten si vous n'êtes pas irakien, lactose si vos ancêtres n'ont pas élevé des vaches. Tu vois, tu peux l'appliquer à la bouffe aussi. Ouais. Donc ça, c'était pour la médecine et la bouffe. Et là, on va parler polyamour, Georges. J'espère que t'es chaud. Donc l'autre exemple, c'est les parents et les relations amoureuses. Et donc, bah, ils disent, parmi les classes moyennes, maintenant, on voit qu'il existe une espèce de fausse sophistication, selon eux, qui pointe le bout de son nez depuis un moment, et c'est le polyamour. Alors, c'est quoi le polyamour, genre? C'est quand tu as plusieurs partenaires amoureux de manière simultanée et que c'est assumé et que c'est comme ça que tu construis ton... Ouais, je crois. Nous, on appelle ça avoir le pacte des loups. Mais je sais pas si... Ouais. Je sais pas si, Je préfère. je sais pas si polyamour, préfère. ça implique... Enfin, je sais pas s'il y a la notion de famille là-dedans ou si c'est agnostique d'avoir une famille ou pas, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des enfants dans le bail du polyamour ou c'est juste sans enfants? Bah, vu que c'est récent, peut-être je me dis, Ouais. il y a tout à inventer, quoi. Mais bon, voilà. En fait, souvent, tu sais, je pense que tu seras familier du truc. Souvent, le polyamour, c'est accompagné d'une espèce d'argumentation du style l'être humain n'est pas fait pour être avec une seule personne, c'est contre nature, donc c'est bien de faire ça. Je sais pas si ça te parle, ce genre d'argument que tu as déjà, je sais pas si t'as Ouais, déjà entendu ça. si, ça me parle. Mais Ouais. après, Bon. enfin, moi j'ai plutôt entendu l'autre. Enfin, moi je suis plutôt partisan de l'autre argument qui est homme-femme, quoi. C'est-à-dire, c'est pas l'être humain en règle générale. Je pense que, enfin, justement, moi j'ai entendu le raisonnement darwiniste selon lequel nous les mecs, on est conçus pour inséminer un maximum de femelles, et les meufs elles Ouais. sont conçues pour choisir le mâle qui est le plus apte à les protéger elles-mêmes et leurs enfants, vu qu'elles sont Oui, c'est vrai qu'on entend souvent ça, ouais. Ouais, c'est vrai. vulnérables. Et ça, moi, instinctivement, j'ai tendance à être d'accord, mais j'ai pas la connaissance et j'ai pas creusé, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est Non, vrai que genre, si non, tu te places d'un point de vue de la fitness, justement, et de la survie de l'espèce dans le temps long, tu te dis que c'est vrai que la femme, elle est vulnérable quand elle est enceinte et le bébé également, quand il est petit. ouais. Et du coup, ils ont besoin d'une forme de protection. Et donc, il est peut-être légitime pour la femme de bien choisir le mec, alors que le mec, Mm. lui, ou de choisir le mec le plus puissant, j'en sais rien, alors que le mec, lui, il a aucune vulnérabilité liée à sa reproduction, et du coup, pour Ouais. la survie de l'espèce, il doit ken un maximum, quoi. Mais je sais pas si En fait, si, non, mais répond c'est complètement correctement vrai. à En ça. fait, ça, ce que tu dis, ça s'appelle le principe de Bateman. Alors, j'imagine que c'est Bateman et pas Batman. C'est le principe de Bateman. Et le principe de Bateman, ça te dit que dans chez tous les animaux, en fait, celui qui fournit le sperme va fournir beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins d'énergie que celui qui fournit l'œuf. Celui qui fournit Ouais. l'œuf, c'est la femelle. Voilà. Et donc, dans tout le règne animal, il y a cette espèce de logique que c'est la meuf qui doit choisir le mec et qui doit faire attention avec qui elle va s'accoupler. Et d'ailleurs, c'est inversé, tu sais, par exemple, chez certains animaux, comme chez les hippocampes, tu vois, Ouais. où finalement, il se trouve que c'est l'hippocampe mâle qui dépense de l'énergie parce qu'il doit incuber l'œuf, c'est lui qui incube l'œuf.
pour une raison que j'ignore. Et du coup, chez les hippocampes, c'est le contraire, c'est les femelles qui vont draguer le mâle, quoi. Okay. Mais ouais, c'est le principe de Bateman. Ouais. Et donc eux, ils vont argumenter que contrairement à ce qu'il pourrait y avoir dans la tête des gens qui argumentent pour le polyamour entre guillemets darwiniste, eux ils disent que Homo sapiens a plusieurs modules activables concernant les relations amoureuses. Et donc ça c'est intéressant, ils disent lorsque la population est en expansion, c'est le module de la monogamie qui est activé. Donc quand la population est en croissance, on est monogame. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'avoir un maximum de bras disponibles pour élever les enfants. Okay ? Alors que quand la population est en contraction, c'est le module de la polygynie. Donc polygynie, c'est quand un très petit nombre d'hommes a accès à toutes les femmes. C'est le module de la polygynie qui est activé quand tu es en contraction, parce que les ressources sont rares. Et donc, du coup, c'est un phénomène qui apparaît en contraction lorsque tu n'as pas besoin d'avoir tous les bras pour élever les enfants, quoi. Ok. Il parle aussi de la polyandrie, qui est le fait d'avoir plusieurs hommes. C'est le contraire de la polygynie. C'est une femme qui a plusieurs hommes. Et ils disent que c'est rarissime historiquement, ne serait-ce que parce que avant la contraception, en fait, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas trop faire ça, quoi. Donc, je sais pas si tu vois l'idée. Eux, ils disent qu'il y a deux modules dans le cerveau. Mais en fait. moi, j'ai pas très bien compris l'aspect, le deuxième aspect. Donc, quand la population se décroît, du coup, tu as un petit nombre de mâles qui se tapent un maximum de femelles. Et pour quelle raison ? En fait, c'est un peu l'effet inverse de la monogamie, où tu as besoin d'avoir le plus de bras possible dans le fait d'élever des enfants. Et après... Et pourquoi, et même le truc de bras quand tu élèves les enfants, enfin, pourquoi quand la population est en croissance, tu as besoin d'un maximum de gens pour élever tes enfants ? Enfin, parce que imagine, tu as 95% des mecs qui n'ont pas de femmes. Ok. En gros, ça fait 95% de la population qui ne met pas d'effort dans le fait d'élever des enfants. Ok. Et ça, dans une population en croissance, apparemment, c'est pas ouf, tu vois. En gros, par rapport à d'autres tribus, c'est pas la bonne stratégie. Hein. Alors que dans un phénomène de contraction, dans un phénomène de ressources raréfiées, apparemment, c'est l'autre stratégie qui fait sens. Pourquoi ? Peut-être parce que quand les ressources sont rares, déjà, il y a toujours quelques mecs qui accaparent tout. Peut-être aussi que, je sais pas, ça... Ok. Bon, peut-être que quand les ressources sont rares, il faut se concentrer sur moins d'enfants, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, c'est deux phénomènes antagonistes, quoi. Ok, bon, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, mais c'est pas grave. Ok, mais sinon le premier, tu le vois ou pas, que lorsque la population est en expansion, c'est la monogamie qui est privilégiée. Même chose, genre, en fait, je vois pas enfin, ils essaient d'expliquer, ou c'est-à-dire, En fait, je suis pas sûr de comprendre où est-ce que tu as perdu le fil, parce que si 95% des mecs sont en dehors du game, au niveau du dating et des couples et tout ça, ça te fait 95% de la population qui s'occupe pas des enfants. Donc, si tu compares ça à une tribu à côté où tout le monde a un partenaire et tout le monde s'occupe des enfants. Oui, d'accord. Donc, ok, ça, mon point de vue, c'est qu'on se place dans le cadre d'une compétition entre groupes d'êtres humains. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok, ça, j'avais pas compris, d'accord. Donc, dans le cadre d'une compétition entre groupes d'individus. C'est un trait qui t'apporte de la fitness d'être monogame, dans ce cas-là. Quand tu es dans un endroit avec plein de ressources, être monogame, c'est fitness. Quand tu es dans un endroit avec plein de ressources naturelles. En croissance. Donc, tu es dans un endroit où il y a plein de ressources. Être monogame, ça t'apporte de la fitness, mais du coup, pourquoi ? Parce que ça te permet de mieux consommer ces ressources ? Parce que tout le monde et toute la population est recrutée pour s'occuper des enfants, quoi, en gros. Parce que tous les bras s'occupent des enfants. Ok, et alors que quand tu es polygame, du coup... tu as 95%, je dis n'importe quoi, des hommes qui sont sur la touche. Okay. Et eux, ils branlent rien, tu vois. Mais pourquoi ils branleraient rien ? Parce que... ils s'occupent pas des enfants, eux. Ils ont pas de partenaire, ils ont R, tu vois. Mais pourquoi ils ont pas de partenaire ? Mais parce que il y a 5% des mâles qui ont toutes les meufs. Mais comment ça se fait ? Il explique ça, d'où, pourquoi il y a 5% Ah, parce que juste ils sont plus stock et ils sont plus stylés. Et du coup, ouais, voilà, ils accaparent toutes les ressources, machin. Non, mais... c'est le principe de la polygamie. Parce que genre, c'est mathématique, tu vois. Non, mais... genre, si t'as que des sultans, tu vois.
Non, mais ok, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de non-dits dans le raisonnement que j'avais pas appris. Bah, c'est pour ça que t'es là. Moi, des fois, je sais pas, ça me paraît évident, je l'ai lu, tu vois. C'est Donc, ça, c'est ça, ouais. voilà, C'est ça. tu Non, il poses y a des plein questions, quoi, normal. il y a plein de non-dits dans le raisonnement que j'avais pas compris. Ok, ok. Donc en Et gros, bah voilà, à la quand même. tu es dans une société polygame, il y a genre une élite de Ken qui est genre ultra minoritaire, qui se tape toutes les meufs et les Bah autres, oui, ils sont en Hesse. oui, oui, c'est ça, ouais. Ok, non, mais C'est non, j'avais c'est pas, ça. enfin, pour moi, c'est pas mécanique. Ouais. Tu peux imaginer une société polygame où juste, enfin, j'en sais rien, c'est un exercice de pensée, tu vois, où genre il y a juste tous les mecs se tapent toutes les meufs et tu vois, c'est pas Ouais. nécessairement genre. Ouais. Mais t'as plein d'exemples hein, dans le monde animal. Je crois que chez les morses, je crois que t'as 10% des mecs qui se tapent toutes les meufs. Hein. Il y a des fois, voilà, Oui, oui. ça arrive. Hein. Ok, ok, ok. Ok, d'accord. Donc en fait, Voilà. ok. Donc juste, donc le raisonnement, c'est de dire les meufs, elles, vu qu'elles sont vulnérables, enfin lors de la ponte, puisque c'est elles qui portent l'œuf, elles doivent choisir un homme elles doivent choisir des hommes qui sont les plus compétitifs sur un certain nombre de traits, genre physique, etc., et intelligent et autres. Et du coup, si tu te places dans une société polygame, euh, les meufs, elles vont choisir le top 5% des mecs parce que c'est ceux qui répondent le plus à cet objectif de protection, etc. Et les autres, elles vont s'en battre les steaks. Ouais, ou alors, je sais pas, moi, c'est peut-être que les 5%, ils accaparent toutes les ressources, parce que les ressources sont rares. Et du coup, bah, t'as pas le choix, tu vois, t'es obligé d'aller avec le sultan, tu vois. Donc, mais en fait, je sais pas si tu vois que c'est deux phénomènes antagonistes. Une Non, population en croissance j'ai- où il y en a pour tout le monde, il y a des ressources pour tout le monde, il faut un maximum de bras pour élever les enfants, et le, le contraire de ça, c'est une situation où les ressources sont rares et sont accaparées par un certain nombre de gens, et donc bah, mécaniquement, dans ces cas-là, bah, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, ça sert à rien d'avoir des bras qui élèvent des enfants, et c'est ce truc-là qui se met en place, quoi. Ok, ok, ok. Ok, ouais, oui, d'accord. Donc c'est plus en gros, parce qu'en gros, quand les ressources sont rares, elles sont accaparées par une minorité, et du coup, c'est cette minorité qui ken. Voilà, Ok. Mais c'est ça, ça. c'est une observation ou c'est un raisonnement? Je sais pas, moi je sais pas, ça me paraissait évident quand je l'ai lu. Ok, ok. Alors, peut-être que là tu me poses des questions, je sais pas. Désolé, je me suis Je sais pas. galéré. Non, mais ok, Non, ok. non, mais voilà. Et tu vois, un truc marrant, ils disent que le polyamour, en fait, en pratique, selon eux, ça dégénère forcément en polygynie, en fait. Euh, du fait du principe de Bateman, hein, tu sais, bah, du coup, voilà. Le principe de Bateman, pour caricaturer, on a expliqué, mais en gros, c'est que les meufs, elles notent tous les mecs en dessous de la moyenne, et sur Tinder, elles swipent jamais. Et les mecs, ils notent toutes les meufs au-dessus de la moyenne, et sur Tinder, ils swipent tout le temps. C'est le principe de Bateman. Et donc, eux, ils disent qu'en polyamour, en fait, ça dégénère forcément en une sorte de polygynie. Et je sais pas si tu vois pourquoi, du coup. Bah, parce que du coup, oui, parce que du coup, en fait, tu as une poignée de mecs. Bah, tu vas avoir que 5% des mecs qui vont avoir vraiment la bite en feu, et les autres, ça va être Oui, ouais, c'est ça. genre rien, Non, quoi. c'est qu'en gros, ok, ok. Mais juste, ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut être rigoureux parce que j'avoue, c'est pas évident pour moi. Genre, non, en gros, c'est de dire, genre, par défaut, tous les mecs, c'est des yinches et ils veulent ken tous comme des porcs. Ok? Ça, Voilà. c'est une donnée 1. Donnée 2, en entrée, par défaut, toutes les meufs, elles veulent pas ken, elles veulent sélectionner un mec qui est le plus apte à. Ok? Et Ouais. donc, elles veulent sélectionner le plus 5% des mecs, le top 5% des mecs selon un certain nombre de critères. Et du coup, si tu te Mm. places dans un monde où un mec peut se taper plusieurs meufs, bah dans ce cas-là, Bah, non, mais tout le monde va avec qui il veut, en fait. voilà, tout le monde va Il avec y a pas de, il y a pas de il y a pas de couple, il y a tout le monde rien. va avec qui il veut, il y a pas de monogamie. Bah Voilà. dans ce cas-là, les meufs, toutes les meufs, elles vont uniquement se faire ken par le top 5%. Ouais, enfin 5%, après, c'est Oui, ou le top X%. X%. Ouais, c'est ça. Ok, ok. C'est ça. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais ok, non, mais c'est intéressant. Oui, c'est Bah, intéressant. après, C'est intéressant parce que j'avais lu un article, mais genre un peu, je l'avais lu un peu en diagonale de manière pas approfondie, qui disait à peu près ouais. ça, qui disait qu'en fait la monogamie, c'est une forme d'instrument de domination que les mecs ont créé pour atténuer leur misère sexuelle. Parce qu'en fait, si tu laissais un peu la nature se faire, Ah euh, ouais. tu vois, parce que si tu laissais la nature se faire, en fait, justement, les meufs, elles se concentreraient que sur un tout petit nombre de mecs. Et du coup, Ouais. nous mecs, comme on souhaitait pas de cette misère sexuelle, on a un peu forcé la monogamie sur la société.
Bon, après, Bah, en fait, je ne ouais, sais pas si c'est vrai ou ouais. pas, mais en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est vrai que c'est une question que je me posais parce que on en déduit quoi comme remarque? Bon, on en déduit que les 95% de mecs qui kennent pas, eux, ils sont vénères. Mais ça, c'est, je pense qu'on a tous compris. Tu vois. Euh, Ensuite, si tu t'intéresses aux cas un peu plus évidents, un peu moins évidents, donc typiquement les hommes qui ont la caquette en feu, là, qui sont gagnants dans ce système-là, pourquoi pour eux c'est pas bien? Et aussi, pourquoi c'est pas bien, pour les femmes? Je sais pas, c'est moins évident, en fait, surtout depuis qu'il y a la contraception. Heu, Oui, donc en fait, Tu vois, c'est une vraie question, quoi. c'est ça. Enfin, après, Et je sais pas si c'est évident, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que les 95%, ils ont le seum. ouais, eux, ils sont vénères, ouais. Et du coup, qu'ils ont eu la volonté inconsciente ou pas d'imposer un système parce qu'ils sont en mesure de l'imposer parce qu'ils représentent 95%, d'imposer un Ouais, système qui réduit leur frustration, tu vois. Parce que de fait, ouais, ouais. ouais, du coup, c'est marrant parce que j'avais lu cet article et je trouvais ça complètement con. Et là, et, et là, non mais tu vois, parce qu'en fait, je trouvais ça complètement con parce que j'avais pas, Bah même déjà à cette époque-là, j'avais pas compris ce système de top 5% des mecs qui se mettent trop. bah, après, je sais pas si je suis fan de la formulation de on a obligé les meufs à choisir, Oui, oui, oui. en dehors de la bah, bon, voilà, ouais, bon, bref. Mais du coup mais du coup, eux, leur analyse, elle est sympa. Ils pensent que ça vaut quand même le coup d'avoir une relation profonde avec, quelqu'un avec qui tu es compatible. Voilà, selon eux, ils pensent que c'est vraiment un gain de sens conséquent, dans une vie. Et souvent, les gens qui pratiquent le polyamour, ils argumentent: «Oui, mais c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois». Mais en pratique, tu es quand même un peu forcé de constater qu'il y a quelque chose qui est dilué, en fait, dans l'expérience quand tu fais ça. Tu peux pas, c'est difficile d'argumenter. Je pense que c'est pareil quand tu es avec, 4 personnes que quand tu es avec une, tu vois? En termes de tu vois? En termes d'échange et en termes de sens. Et donc, voilà, et eux, ils pensent que tu pourras pas avoir ce que certains ont réussi à avoir avec leur partenaire si tu t'amuses à en avoir d'autres sur le côté. Et ils disent: «Bah, c'est pas facile, ça demande du travail. Il y a personne qui t'a dit que ça serait facile et que voilà, que c'est pas quelque chose c'est voilà, sur lequel il faut travailler un peu». Mais moi, je me dis, en fait, bah, c'est un peu comme toutes les choses sympas, dans la vie, ça demande un peu du travail, tu sais, d'avoir un talent, bah, de pas être obèse, de se dire: «Allez, je vais aller faire des trucs, je vais pas faire que 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 bouffer des nachos et tout». Bah, tu sais, c'est un peu du taf, tu vois? C'est pas le truc que tu fais naturellement, et je me dis peut-être il y a une analogie à faire, ou peut-être, bah, effectivement, avoir des tentations partout tout le temps, c'est un peu du taf, mais au final, peut-être que tu trouves plus de sens dans un truc, Oui. avec un couple, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je comprends de ce qu'ils sont en train de dire. Ouais, Mmh. ouais, mais après, je trouve que là, on sort du raisonnement logique et on rentre plus dans de l'opinion, tu vois? Dans le sens Oui, où, oui. Oui, oui. enfin, pour moi, ce qui est un fait, à mon sens, ou ce qui est indéniable, c'est qu'effectivement, ta relation, elle est beaucoup plus profonde quand elle est monogame, juste du point de vue du temps, tout simplement, du temps consacré. Ouais. En fait, plus tu consacres du temps, plus tu passes du temps avec quelqu'un, bah, plus tu le connais et plus ta relation, elle est approfondie. Donc ça, c'est un peu mécanique, il y a pas de débat là-dessus puisqu'on a tous, la seule ressource non extensible, c'est le temps. Heu, Mmh. mais par contre, genre, est-ce que nécessairement l'optimum pour tout le monde, c'est 2 personnes? Et pour est-ce qu'il y aurait pas 10 des gens pour lesquels 3 personnes, ce serait bien parce que c'est une autre dynamique et parce qu'ils peuvent comparer et effectivement, ils ont des Ouais. relations un peu moins profondes avec les 2, mais il y a d'autres richesses qui viennent parce qu'ils sont 3, et cetera. Moi, j'en sais rien, hein, c'est pas des trucs que j'ai expérimentés, tu vois? Oui, oui, Mais genre, oui. pour moi, c'est pas une évidence de dire que le critère numéro un, c'est la profondeur de la relation et le temps passé. Et peut-être que tu pourrais introduire d'autres critères qui est par exemple la comparaison de un, ou qui est par exemple le manque, le fait que tu vas voir quelqu'un d'autre et du coup l'autre personne te manque, ou tu vois, enfin, potentiellement, Ouais, mais je pense que tu as raison, ouais. Je pense que tu as raison, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, ce qui est intéressant, je trouvais, c'est qu'eux, ils argumentent que la monogamie, c'est darwiniste. C'est un des logiciels qui existent. Alors que moi, j'avais pas forcément ça en tête. Tu vois, je trouvais ça chelou, d'un point de vue darwiniste. Et aussi, ce qu'ils argumentent aussi, c'est que ce qui donne du sens à ta vie n'est pas forcément darwiniste, dans le sens où, toi, le meilleur truc que tu puisses faire d'un point de vue lignée, c'est d'aller donner ton sperme dans une banque de sperme et d'avoir genre 1000 enfants, heu, auxquels, personne va te demander de l'argent. Bah, tu le fais pas, c'est pas un truc qui va te donner du sens dans la vie, tu vois?
Donc ils ont deux fers de lance. Ils ont le fait que déjà c'est darwiniste, et quand bien même c'était ça le critère, faut se méfier, c'est pas forcément ça qui va te donner du sens dans la vie. Mais ok, mais moi je vois ton point qui est de dire, enfin en gros ils ont pas ils ont pas résolu le truc quoi. Enfin, ouais, ils ont pas résolu le truc. Et puis, enfin, même sur l'aspect sens dans la vie, je suis pas sûr de comprendre ce qu'ils veulent dire parce que, enfin, je sais pas. Enfin, Bah ce qu'ils disent c'est que ton but en tant qu'humain c'est pas juste de, enfin c'est pas juste de jouer à des jeux darwinistes quoi. justement, enfin, pour moi, ce truc-là, c'est ça. Bah sinon t'irais à la banque de sperme. Non, mais pour moi, ce truc-là, ça peut faire l'objet d'une discussion gigantesque de Mmh. est-ce que tout ce qu'on fait, enfin, moi, je suis pas sûr que la vie ait du sens et je suis pas sûr que tout ce qu'on fait, c'est pas nécessairement guidé par nos gènes et nos instincts et nos machins. Et tu vois, moi, je suis pas Mmh sûr mh. qu'il y ait autre chose que le darwinisme, tu vois. Et, Mmh. j'attends, enfin, après, je me suis pas assez intéressé à la question, mais j'attends qu'on m'explique en quoi il y a autre chose que ça dans notre manière d'agir dans ce monde, tu vois. Et tu vois, moi, je suis pas convaincu que la notion de sens existe, tu vois. Et, Ouais. et tu vois, genre, typiquement, c'est ton exemple de la banque de sperme, il marche pas réellement parce que la banque de sperme, tu sais, c'est l'aspect genre nouveau versus gène, quoi. La banque de sperme, c'est un truc tout nouveau. Nos gènes, ils se sont pas adaptés à l'existence de la banque de sperme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup, enfin, du coup, ça me plaît bien comme exemple. C'est juste un contre-exemple qui te dit qu'il y a pas une corrélation de 100. Du coup, faut faire un peu gaffe. Ouais, Voilà. ouais. Après, il y a pas une après, encore une fois, il y a pas une corrélation de 100% entre genre nos gènes et notre époque. Et donc nos gènes n'ont peut-être pas intégré la notion de banque de sperme, tu vois? Mais enfin, bref. Mais Ouais. Bah, non, mais c'est clairement le cas, oui. ouais, C'est clairement ça qui se c'est passe, ça, ouais. oui, c'est ça, c'est ça qui se Ouais, ouais. Oui, pour le coup, c'est ça. Bah, si t'avais des banques de sperme, au paléolithique, clairement les gens iraient donner leur sperme. Hem, donc ça, c'était bien marrant comme section. Du coup, il y a un autre exemple qui était intéressant, c'était, ils parlaient de l'école, et ils disent: «Il est facile d'évaluer la mémoire et la capacité à se souvenir, il est beaucoup moins facile d'évaluer la logique, la pensée critique et la créativité». Et bon, ils ont une quote. Ils disent: «L'école, c'est la parentalité sous-traitée». Donc je trouvais ça sympa. Et voilà, ils disent, enfin, parce qu'eux, ils étaient profs à la base avant de se faire virer. Et ouais, tu comprends le racisme, tout ça. Parce que du coup, eux, ils disent, dans une salle de classe qui marche correctement, quand quelqu'un a une question, pourquoi ne pourrait-on pas tout simplement regarder la réponse sur internet ou dans un livre? Et ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, on a tous un pote qui fait Jean-Michel Wikipédia toutes les 2 minutes. ouais. Heu et tu sais, qui offre gratuitement à tout le monde, 3 minutes de lecture de la page Wikipédia où tout le monde est tenu de se taire et de l'écouter. Je pense qu'on le connaît tous, ce pote. Tu vois, qui va te dire: «Alors, l'assassinat de Henri IV, Ouais. c'était en 1600 machin». Enfin bref. Voilà. Et eux, ils disent: «C'est quoi le problème de faire ça?» Est-ce que tu as une idée déjà pourquoi c'est relou de faire ça? Bah, Tu t'es déjà posé la question ou pas? Parce que le pote, il te dit: «Bah, vous vous posez la question, je vous donne la réponse». oui, bah, du Genre, c'est méga relou. Mais si, genre moi, il me fait ça, c'est ouais, inexplicable, tu vois? j'ai déjà vu que ça t'énervait. Oui, bah, en fait, c'est que du coup, ça enlève toute, réflexion, toute créativité, Exactement. en fait, c'est l'histoire du chemin versus la destination, quoi. Le mec te donne la Ouais. destination et il te tège le chemin, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le mal vient du fait que ça nous rend de moins en moins capables, d'établir certaines connexions dans notre cerveau, de moins en moins capables de chercher des choses qu'on connaît et comment ces choses qu'on connaît peuvent nous aider à mieux comprendre les choses qu'on connaît pas. Donc sur le truc de Henri IV, bah, je sais pas, imagine, tu sais que Louis XIV, c'était 1640, 1715 vite fait, ou je sais pas, tu sais que les guerres de religion, c'était 1550. Enfin, tu vois, tu peux raisonner et retrouver, à peu près, Henri IV. Et c'est cool, tu vois? Et Ouais, en fait, le mec qui fait Jean-Michel Wikipédia, souvent c'est un peu frustrant, bah, en fait, pour ça, en fait, tu vois ce que je veux dire? ouais, et puis c'est toute l'histoire de la créativité sous contrainte, tu vois? Enfin, j'ai l'impression que globalement, le progrès, il émane assez fortement de contraintes, tu vois? Genre, Ouais, tu vois, que tes muscles, ils s'accroît quand tu fais peser trop de contraintes dessus, bah, il y a les fibres musculaires qui se cassent, bah, ton muscle, il grossit. Ta créativité, bah, en gros, si tu te dis, «Avec 2 crayons, je veux créer un maximum de choses», bah, tout de suite, ton champ dé ta créativité, elle va se développer et cetera.
Et c'est vrai que dans Ouais. l'absence totale de contraintes, qui est un peu caractéristique du monde développé aujourd'hui, tu vois. Pas au Sud-Soudan, tu vois, mais genre en classe moyenne ou bourgeoise du G20, tu vois, ou des pays de l'OCDE, bah c'est vrai que tu as une absence totale de contraintes et il faut savoir se créer artificiellement des contraintes pour en fait progresser, quoi. Et, heu et tu vois, enfin, je trouve ça cool parce que ça rejoint le fait d'essayer de raisonner à partir de raisonnements fondamentaux et de, en fait, bah, rejeter des trucs basés sur l'autorité, quoi. Hem, heu enfin, finalement, ça aide beaucoup. Enfin, je reprends mes exemples avec le covid, mais enfin, tu sais que quand tu vaccines une population, pendant une pandémie, il y a une pression darwiniste pour que le machin échappe le vaccin. Et en fait, si tu veux, juste de Non, garder ça en tête. non, mais par contre, c'est ça, je suis pas nécessairement d'accord. Enfin, je comprends pas la notion de pression darwiniste, tu vois? Après, je pense que c'est une enfin, j'en sais rien, mais j'ai pas les mais tu vois, genre, instinctivement, j'ai tendance à dire que ça n'existe pas la pression. Enfin, ce qui existe, c'est juste un gène qui mute de manière a c'est juste du matériel biologique qui mute de manière aléatoire. Et du Ouais, coup c'est ça. genre, juste toi, tu crées un vaccin contre un certain nombre, une certaine séquence de gènes ou une certaine séquence Mmh mh. d'ARN ou j'en sais rien. Mmh mh. Mmh mh. Et après le truc, c'est qu'il se trouve que plus ce virus se répand, plus il est présent chez un grand nombre d'hôtes ou Mmh. d'individus, bah, plus du coup il y a une fréquence de mutation, enfin, plus il y a un nombre de mutations, pas une fréquence. La fréquence reste la même, Exactement. mais plus tu as un nombre de mutations qui s'agrandit et du coup, plus Ouais, ta probabilité d'avoir un échappement, immunitaire ou un échappement vaccinal, c'est-à-dire un variant sur lequel tes ouais. médicaments actuels n'existent pas, plus après cette Mmh. proba augmente. Donc C'est ça. oui, c'est ça, OK, d'accord, c'est ça qu'il veut dire. Mais du coup, Ouais, enfin, ouais, c'est ça. pour moi, c'est pas le vaccin qui génère une pression, c'est la libre circulation du virus. Oui, en fait, ça revient même, oui, pardon, excuse-moi. Non, ouais, Ouais, oui, c'est c'est ça, non, mais c'est c'est ça. c'est les 2. Oui, c'est ça. Mais Mais en fait, c'est la libre circulation du virus qui est suscitée par la présence d'un vaccin. ouais, mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que c'est que tu pas besoin, enfin, en fait, c'est des principes fondamentaux, je trouve, c'est ça qui est intéressant et tu pas obligé de, enfin enfin, tu voilà, tu sais que c'est ça qui va se passer, quoi. Oui. Et voilà, je trouve ça cool et effectivement, voilà, enfin, ça a l'air intéressant d'être d'être leur élève. Et un truc que je trouvais sympa, c'est il souligne le côté précieux d'enseigner, donc quand tu es enseignant. Parce que, tu sais, quand les élèves posent des questions, tu sais, parfois le domaine scientifique a raison et la réponse à la question, elle est simple. Parfois, le domaine scientifique a raison, mais la réponse à la question est compliquée. Donc, en tant qu'enseignant, bah, tu sais, il faut te rappeler c'est quoi, que c'est pas si évident que ça et comment Ouais. j'explique et tout. Donc, c'est intéressant. Et il dit aussi parfois, plus rarement, le domaine scientifique a tort et l'élève a mis le doigt sur un truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc lui, typiquement, lui c'est un ouf, hein, mais OK. Quand il était étudiant, il avait remarqué que les souris de laboratoire qu'on utilise, avaient des capacités régénératives énormes et une énorme faiblesse au cancer et c'était dû, à la reproduction en captivité, hein. Et donc du coup que c'était, très grave puisqu'on teste nos médicaments sur ce genre de souris, et donc c'est quand même assez révolutionnaire comme découverte et juste lui, il a fait ça en tant qu'étudiant en en posant des questions, en étudiant la biologie, tu vois? Donc c'est marrant, ça arrive, tu vois? Et donc je trouvais ça cool et donc là, on a vu qu'on est dans le chapitre sur l'éducation, et quand on leur demande c'est quoi leurs conseils aux jeunes générations, ils disent: «Bah, savoir utiliser les outils primaires de raisonnement», donc ça, c'est le truc qu'on a dit et un truc intéressant, c'est être bon à plusieurs choses. Parce qu'ils disent: «Aujourd'hui, c'est facile d'être spécialiste dans un truc, mais si tu es spécialiste dans 2 trucs, c'est là où les innovations du futur vont se cacher». Ça, je trouve ça cool. Ouais, bah, si, si, je suis complètement d'accord avec ça, bah, surtout sur l'aspect, les composants primaires, quoi. Parce qu'en fait, c'est une pensée que j'ai du mal à articuler. En quoi le fait de se baser ou d'essayer de simplifier un maximum et de revenir aux composants de base d'un raisonnement ou d'une science, ça te permet de mieux comprendre. Tu vois, Mmh. c'est un truc qui m'est instinctif. Une fois que tu l'as lu et une fois que quelqu'un me l'a dit, j'ai compris beaucoup plus facilement, mais c'est vrai que j'ai du mal à expliquer pourquoi. Mmh. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est juste ça enlève du bruit, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un niveau de connaissance et un niveau de choses à savoir qui est démesuré et qui va bien au-delà de nos capacités cognitives, tu vois? Et du coup, Ouais. pour moi, peut-être à partir de ce moment-là, où juste le problème, c'est plus le tri, l'assimilation et le ch
et l'articulation des connaissances plus que leur nombre qui est important. À partir du moment où tu es dans ce contexte-là, de revenir aux composants de base et d'avoir un jeu d'instruments qui est simple, mais en fait, c'est ça. C'est genre, c'est ça. C'est en fait, combien ce que tu connais te permet de faire deux choses. Et en fait, le principe des blocs de Lego de base, c'est qu'avec un certain nombre de blocs de Lego, en fait, tu peux construire plein de trucs différents. Alors que si tu vois, et donc si tu as bien assimilé ces blocs-là, t'es bien. Alors que si tu as assimilé l'édifice de Lego déjà fait, bah en fait, t'es niqué. Tu vois? Oui, d'accord, oui, c'est ça, ouais. Ouais, exactement, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. et Mais oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'ils disent. C'est que eux, ils reprochent qu'on apprenne l'édifice à l'école, oui, hein, et qu'on sache pas vraiment évaluer la capacité à raisonner avec ces briques-là chez les gens. Tu vois. ouais, c'est ça. Et, C'est ça. En fait, faudrait peut-être pousser le raisonnement et beaucoup mieux l'expliquer que ce que j'ai fait. Et voilà. Mais c'est vrai que genre l'histoire de se baser sur les briques de base, les bouts de base du truc et ne pas gober l'édifice tel qu'on te le sert, c'est vrai que mm, c'est important. Et moi, c'est un des trucs ouais. ouais, c'est hyper important. Et c'est un, Et, et c'est un peu dommage parce que, en fait, c'est un des trucs qu'il est très dur de déconstruire, en fait. C'est un des trucs, c'est très dur de le faire une fois que tu es adulte, tu vois. Enfin, une fois que tu as 20 ans oui, oui, d'expérience oui. dans un métier, tu vois. Qu'est-ce que tu vas revenir aux briques de base, tu vois. C'est fini, tu as déjà ton édifice, Mm. il est sclérosé dans ton encéphale, tu vois. Et, en fait, c'est vrai que c'est bien que ce soit présent dans l'aspect éducation. Parce qu'en fait, je pense que c'est un truc, une fois que tu l'as perdu, enfin, c'est un truc, tu le perds plus le temps avance si tu t'es pas concentré dessus, quoi. Ouais, mais moi, c'est un truc qui me fascine de réfléchir à comment on pourrait apprendre aux enfants à l'école à utiliser ces principes de base, réfléchir par eux-mêmes, être créatifs, questionner de façon intelligente ce qu'on leur donne, heu, se poser les bonnes questions. Ah tiens, là, ça contredit un truc de base, comment ça se fait? Tu vois? Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est intéressant. Et moi, en fait, juste, enfin, moi, ça me fait penser, tu sais, on a fait un épisode là sur Genius Food, en gros, comment est-ce qu'il faut manger. Ouais. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, on avait fait l'espèce de conclusion que, en fait, in fine, à la fin, quand tu as compris, en gros, qu'il fallait bouffer comme tes ancêtres, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'il fallait éviter les trucs hyper transformés, hyper nouveaux, tout ça. Bah, en fait, comment dire, ça te nettoie l'esprit de tout un tas de choses inutiles, tu vois, qui est en gros Oui, ce que tu décrivais comme un bâtiment, tu vois, qui est en gros apprendre par cœur ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger, ouais, ce qui est OK, ce qui est pas OK, nanani nanana. Alors que juste avec un principe simple qui est, bah, gros, si tu bouffes les trucs que les mecs qui bouffaient il y a 100 000 ans et pour lesquels tu as évolué pendant des des millions d'années, ça va aller, t'inquiète pas, tu vois? Si tes ancêtres, ils bouffaient du phoque et que tu bouffes du phoque, t'inquiète pas, ouais. probablement que ça va aller, tu vois? Et c'est pas grave si c'est gras le phoque. Si tes ancêtres c'est des esquimaux, fais-toi plaisir. Enfin, tu vois? Et ça te nettoie l'esprit, au Karcher, en fait, et ça fait du bien aussi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est bien de sortir des exemples, en fait, sur cette histoire de briques de base versus l'édifice. C'est vrai Ouais. que c'est beaucoup plus facile à comprendre avec des exemples et c'est vrai que ça, c'est un bon exemple, tu vois? C'est soit tu peux Mmh. apprendre l'édifice de genre, comme ce qu'on a enfin, C'est ça. comme genre, soit tu peux apprendre genre la première année de nutritionniste, tu vois? Où on te dit: «Ouais, Mmh. ça c'est bien, ça c'est moins bien, le glucose, les interactions des aliments entre eux, le matin faut prendre ça, le midi faut prendre ça, machin, machin». Mmh. Soit tu prends la brique de base qui est de dire: «Moins c'est transformé, mieux c'est, plus ça se rapproche de ce qu'on a toujours mangé, mieux c'est» et en fait, à Ouais. partir de cette brique de base, à tout moment, tu peux construire l'édifice si tu as envie, tu vois? Oui, c'est ça, ouais. Non, c'est vrai que c'est vachement intéressant et c'est vrai que l'autre aspect de dire que sois bon dans plusieurs trucs et sois, interdisciplinaire, en fait, pourquoi, à mon sens, c'est important? C'est parce que justement, ça te permet d'identifier ces briques de base. C'est parce qu'en fait Oui, en fait, c'est vrai. être interdisciplinaire, c'est quoi? C'est apprendre plusieurs édifices, tu vois? Parce qu'en fait, concrètement, c'est quand tu es grand, tu vois? Tu vas pas lire enfin, quand tu dis un édifice, c'est qu'on aime bien lire des livres quand tu souhaites progresser. Tu lis des livres, tu regardes un film, enfin, mon point, c'est que tu regardes des trucs complexes, tu vois? Tu 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 voilà, tu ingères les édifices, en fait et en gros, Mmh. quand tu es cross-disciplinaire, c'est de dire, en ingérant une variété d'édifices différents, par comparaison et par fertilisation croisée, ça va te permettre de voir les briques de base qu'ils partagent.
Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça Ouais. c'est un peu Oui, oui, masturbatoire ce que je bien raconte, sûr. mais alors que Non, tu non. tu vois, si tu avales qu'un édifice, bah, en fait, tu as Ouais. plus cet élément de comparaison et tu arrives plus à savoir, en fait, c'est quoi la brique de base de cet édifice-là, tu vois? Et en fait, plus tu avales d'édifices différents, plus tu es capable de voir les similarités et du coup d'identifier ces briques de base-là. Non, mais je trouve que c'est bien formulé, ouais, ouais, ouais. Et et même souvent, enfin, là, tu as réussi à le formuler bien, mais même moi, j'avais dans mon esprit un truc beaucoup plus vague qui est de en fait, je vois bien quand je suis bon dans 2 trucs que l'un me sert dans l'autre, tu vois? Ouais, Même si ça a rien à voir, tu vois? Ça peut être un truc complètement con qui a rien à voir, genre, je sais pas, tu fais du basket tu fais de la physique, quoi. Alors, il y a un truc qui se passe, tu vois? ouais. Et c'est assez vague, mais ouais, ça bref. Toi, tu l'as mieux formulé que moi. Non, mais en plus Heu, non, mais c'est bien, ouais, ouais. Enfin, mais en plus, enfin, je pense dans ce que tu dis, il y a encore d'autres aspects en plus, tu vois? Qui fait que c'est utile ouais, c'est possible, tu ouais. vois? C'est Ouais, possible, tu vois? Mais voilà, mais je suis chiant avec le Covid, mais il y a un putain de labo à Wuhan qui fait du gain de fonction, sur des coronavirus. Comment tu peux faire genre 12 mois, avec, enfin, c'est stop, quoi, enfin, sans à un moment te dire, genre, c'est que comme il y a une probabilité non nulle qu'il y a un mec qui ait fait une bêtise à un moment, enfin, tu vois? Je sais pas. Je bah, c'est vrai. Bon, maintenant ça va mieux quand même, mais Bah, c'est vrai que moi, je pense que je me suis pas assez intéressé à la question que toi, mais c'est vrai que genre non, mais c'est pas possible, non, mais juste voilà, stop, enfin, voilà, tu vois ce que je veux non, mais dire? À déjà, un non, moment mais stop, quoi. voilà, calme-toi, il est trop vénère. Non, non, mais je suis d'accord, mais tu vois, en tout cas, même sans s'être intéressé à la question et même sans savoir qu'il y a un labo à Wuhan, même si je pense que c'est avéré, enfin, c'est connu qu'il y a un labo. Ça, mais Oui, oui. même si je le savais pas, même si tu le sais pas, tu peux dire que c'est Mmh. vrai que c'est étrange quand même qu'on s'est pas tant intéressé que ça à l'origine du truc, tu vois? Alors, enfin, tu vois, ça fait 2 ans que ça dure et genre, je sais pas, on s'intéresse à plein de trucs un peu accessoires, de genre, quel type de masque il faut mettre ou j'en sais rien et en fait Ouais, enfin et c'est vrai que la recherche de l'origine de ce truc-là, c'est un peu passé à la trappe, quoi. Genre, enfin, ça a pas une surface médiatique énorme, on n'en parle pas trop, heu ouais. alors que enfin, bon, pour moi, c'est pas le truc le plus important. Le plus important, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts, enfin, qu'il y ait pas beaucoup de morts et que l'économie continue à tourner parce qu'on n'est pas bien, et l'écologie et autres. Mais c'est quand même un truc intéressant à savoir et c'est vrai on s'y intéresse pas tant que ça, quoi. Mais pour moi, l'argument qui coupe à travers tout le bullshit, c'est juste qu'une fois que tu as établi que la probabilité, c'était une probabilité à 2 chiffres, au moins, d'accord? À partir de ce moment-là, tout mec, un peu sain d'esprit va commencer à se poser la question: «OK, ils sont où les autres labos? C'est surveillé comment? Qu'est-ce qui branle? Est-ce que c'est risqué?» Tout ça, tout ça. J'ai Oui, pas l'impression que tu vois? Donc non, c'est pas si anodin que ça de savoir d'où ça vient et après c'est pas forcément la question de savoir d'où ça vient, c'est parce qu'on saura peut-être jamais, mais c'est aussi la question un peu de s'accorder sur c'est quoi la probabilité que ça vienne d'ici, c'est quoi la probabilité que ça vienne de là et d'essayer de mettre en place des protections vis-à-vis de ces trucs-là. ouais. C'est peut-être ça aussi. Donc ouais, moi je pense que c'est intéressant, mais peut-être on saura pas, mais on sait sûrement, à établir des fourchettes de prova. Je sais Oui, c'est pas. ça, en fait, c'est pas tant chercher l'origine pour chercher l'origine, mais Ouais, c'est ça. pour, prévenir la les apparitions futures, quoi. Mmh, mmh mh. Et puis d'ailleurs, on l'a vu dans le livre, de Toby Ord, qui s'appelle «Le précipice», qu'il avait quand même assigné une probabilité assez haute, à, l'extinction, de l'espèce humaine par pandémie, créée. Ouais. Je sais pas si tu te souviens? Si, oui, Donc si, si, je me souviens et j'avais bien aimé ce tableau-là où il y avait chaque ligne, ouais, c'est ça, comment on va mourir. voilà, qui pouvait susciter, une extinction de Ouais, l'humanité et la proba à côté et il faisait la somme ouais, et il disait voilà non, c'est vachement ouais, intéressant. Après, le calcul des probas, bon, voilà, il faut pas le prendre comme tel parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sortent de son cul. Heu, ouais. mais voilà, c'est vrai que juste, il y a un truc qui sort pas du cul et qu'il est instinctif de comprendre, c'est il y a X laboratoires dans le monde qui sont dédiés à la recherche, sur les maladies virales, et à la conservation de ces bactéries-là. Et ça, c'est plus ou moins public. On sait combien il y en a, ils Mmh. existent et ils sont là. Du coup, ils sont nombreux. Et ils ont déjà fait de la merde. Voilà, et ils ont déjà fait de la merde. Et genre, dans ces labos-là, genre, il y a X nombre de personnes qui y travaillent, et cetera. Et donc, c'est autant de surface de risque, tu vois. Et du coup, la Mmh. probabilité, elle est pas nulle, tu vois.
Après, est-ce que c'est Mmh. 12% ou est-ce que c'est 4%? Bon, voilà, on sait pas trop, tu vois? Mmh. Mais Et pour être complètement fair play, dans le livre, quand il dit pandémie humaine créée par l'homme, en fait, si c'est un pangolin dans un wet market, en fait, c'est inclus dedans. oui, Je sais pas si tu te souviens, en gros, c'est artificiellement créé par l'homme si c'est un wet market, tu vois ce que je veux dire? oui, Si c'est un marché, donc il avait inclus ouais. tout ça dedans. Donc, quand bien même ça aurait été inclus, quoi. Donc tout ça, c'est cool. Le livre se termine par une espèce de tentative de réponse à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas aller dans le mur au sens darwiniste. Donc c'est quoi aller dans le mur au sens darwiniste? C'est l'extinction de l'espèce. Et ce chapitre s'appelle la quatrième frontière. Et donc tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle la quatrième frontière. Et donc on a compris que la niche écologique des humains, c'était de changer de niche. Donc on s'était dit que c'était what the fuck, mais ok, on avait fait ok. Donc Homo sapiens, c'est une espèce qui change de niche et qui par conséquent s'étend, hein. Donc on est en croissance par conséquent, puisqu'on colonise plus vite de nouvelles niches qu'on en abandonne, hein. C'est assez rare qu'on abandonne une niche, c'est pas du tout le phénomène qui domine. Et donc à partir de là, on peut se demander c'est quoi un changement de niche? Comment on change de niche en pratique? Comment on colonise une nouvelle niche? Et eux, ils vont dire qu'il y a 3 manières de faire ça. Et donc, du coup, il va falloir en choisir une des 3 pour se sortir de la merde. Donc, tu peux changer de niche géographiquement, hein, d'accord? Donc, c'est plus évident. Tu as épuisé toutes tes ressources. Tu tentes ta chance dans un autre endroit. Ça, c'est la première frontière, la frontière géographique. Tu peux franchir une frontière technologique. Donc, imagine, tu as une innovation majeure qui te permet de rester dans le même endroit tout en continuant à faire plus. C'est ce qu'on appelle la frontière technologique, donc c'est la frontière numéro 2. Et tu peux également faire la frontière numéro 3 qui consiste à aller voler les ressources du voisin. Donc, typiquement, c'était la découverte de l'Amérique. Il met ça dans la catégorie de la frontière 3. Pardon. Et donc, il faut bien faire le constat aujourd'hui qu'il n'y a aucune de ces 3 niches qui est vraiment réaliste. Et donc, eux, dans le dernier chapitre, ils proposent le concept de la, de la quatrième frontière, qu'ils vont essayer de décrire. Et donc, attention, c'est pas une série de mesures politiques, c'est un concept. C'est un concept qui se veut compatible de la nature humaine et de la physique. Voilà. Et donc, eux, ils disent qu'est-ce qu'on sait de cette quatrième frontière, à quoi elle va ressembler. Bah, ils disent une chose est sûre, il va falloir prototyper, donc faire plein d'essais parce que faire plein de prototypes de quatrième frontière parce qu'on va pas réussir du premier coup à faire la bonne. Donc ça, c'est une chose qui est sûre. Deuxième chose qui est sûre, ils disent que la quatrième frontière aura des trade-offs. Donc elle ne pourra pas et ne devra pas optimiser une seule valeur. Tu sais, on dit souvent on ne peut pas maximiser liberté et justice. Tu sais, c'est forcément un trade-off. Et donc, tu sais, on se rappelle de la sardine et du poisson qui bouge bien dans le corail. Voilà, ils disent la quatrième frontière ne pourra pas tout maximiser, donc il y aura forcément des trade-offs. C'est quoi une autre feature de la quatrième frontière? La quatrième frontière devra mettre fin à notre obsession avec la croissance. Donc la quatrième frontière devra être un état stable, donc pas de croissance, mais il faut qu'il reste compatible avec la nature humaine, qui est que nous, on a besoin de croissance. Et donc, comment tu fais ça pour pas avoir de croissance, mais que ça reste compatible avec la nature humaine? Pour eux, la quatrième frontière, ça sera forcément une croissance individuelle, mais une croissance totale nulle. Je sais pas si tu vois comment on fait ça. Non. Bah, croissance individuelle, c'est juste que, je sais pas, pour prendre un exemple con, bah, au cours de ta vie, tu as des augmentes, tu es payé de plus en plus. Ouais. Et bah, je sais pas, quand tu as 60 ans, tu es bien payé, tu vois. Et après, tu meurs, et ça recommence. Il y a un autre jeune qui est payé pas beaucoup au cours de sa vie, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Pour qu'il y ait ce phénomène-là, t'as pas besoin qu'il y ait une croissance au niveau de la société. Tu peux avoir 0% de croissance, ça marche quand même. Ok. Et pourtant, tu as une croissance au niveau de l'individu. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais, j'ai compris. Voilà. Mais du coup, en fait, ça, si je caricature, c'est que t'as pas de croissance en fait générationnelle. Oui, Ou elle est compensée, exactement. ou la croissance générationnelle de l'un, elle est compensée par la décroissance générationnelle de l'autre, quoi. C'est ça. Donc en fait, si on s'inspire de la nature, eux, ils disent qu'en fait, bah, la quatrième frontière, c'est forcément ça.
parce qu'en fait, c'est forcément un état stable, en fait. Et d'ailleurs, c'est un concept en évolution qui s'appelle le ESS, qui s'appelle le Evolutionary Stable Strategy. Mais après, quand il dit que Euh, c'est forcément quand il dit c'est forcément un état stable, il se base mhm. sur l'aspect climatique ou juste comme ça, c'est un état stable. Non, c'est en général. C'est en général. Parce que, C'est-à-dire qu'en parce que gros, pour moi, pourquoi ça doit être un état stable? Parce qu'on a mhm. poutré toutes les ressources et on peut pas plus les poutrer, et que la proba d'une évolution technologique qui va nous sauver là-dessus, elle est pourrie. Et du coup, on est obligé de stabiliser notre niveau de vie, voire de le réduire, parce qu'on n'a plus le choix. Mais du coup, ça, c'est pas ça qu'ils disent. Eux, ce qu'ils disent, c'est autre chose. Bah, c'est-à-dire que, en fait, si tu veux, euh, tu pourrais même raisonner, revenir en 1850. Ouais, Si un mec en 1850 t'expliquait que de brûler du pétrole, c'était une ESS, là, une ouais, Evolutionary Stable Strategy, bah, tu pouvais lui répondre que non, en fait, de façon évidente. C'est juste que là, il se disait, bah, je vais le faire maintenant et c'est pas grave. ah oui, oui, Et voilà. Mais en fait, si tu veux, oui, je là, vois, là, on parle de temps long, je vois, on je vois. parle de lignée, on parle de. Et Darwin te dit qu'en fait, la quatrième frontière, c'est forcément ça, en fait. Oui, je vois. Je vois. Ça En peut gros, pas être autre chose, en fait. oui, c'est ça. En gros, le SS, c'est le truc qui va permettre de faire perdurer ta lignée sur un temps infini. Exactement, ouais. D'où Ouais, ouais. d'où la notion de stabilité. Oui, d'accord, ok. Ouais, 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 ouais. En fait, si tu veux, tu sais, si tu regardes sur YouTube les ESS, ce que c'est, en fait, c'est, tu sais, t'as des goélands qui pêchent des poissons, et puis, tu sais, t'as un goéland qui débarque, qui est le goéland pirate, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vole les poissons des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et donc, c'est méga stylé d'être le pirate, mais au bout d'un moment, tu commences à avoir trop de pirates, et une fois que tout le monde est pirate, bah, du coup, ça marche plus, tu vois? ouais. Et en fait, t'as un espèce d'équilibre entre pirates et pêcheurs qui s'instaure. Et en fait, de cet équilibre, là, en fait, que si tu rajoutes un pirate, ça marche pas, ou si tu rajoutes un pêcheur, ça marche pas. Et donc en fait, ça, c'est une ESS. Oui, C'est qu'en fait, voilà, tu as un truc où toute autre stratégie ne peut pas s'immiscer dans ton système, en fait. oui. Voilà, bon, c'est ça, une ESS. Et donc lui, il dit que bah, la quatrième frontière, c'est forcément une En ESS. gros, le SS, c'est la nature sans nous, quoi. Si on veut, ouais. Non, mais enfin, tu vois, Mais c'est vrai que c'est vrai que voilà, il faut mettre fin à notre obsession avec la croissance, tout en gardant une croissance. Et c'est vrai que ça, c'est un puzzle qui est pas forcément évident à résoudre, mais en fait, on voit que si on réfléchit 2 minutes, c'est possible, tu vois? oui, et puis après, enfin, après, ça peut être l'objet aussi de débats infinis, mais qu'est-ce que la croissance? Enfin, tout en gardant, enfin, tout en gardant peut-être l'ambition l'enrichissement individuel, tu vois, parce que, genre, voilà, Oui, oui, on est oui. conçu pour vouloir chercher le progrès, etc. Mais tu vois, genre, le progrès, genre, savoir mieux dessiner, tu vois. Genre, finalement, Mmh. ça pollue pas, et c'est quelque chose qui, à titre individuel, peut tu vois, tout ce qui est, en fait, Bah, c'est de la croissance voilà, à c'est titre individuel, ouais. Je suis exactement, d'accord, ouais. Ouais, exactement, ouais. tu vois. Et même, Mmh. tu peux même avoir une croissance totale, tu vois. Peut-être que tu peux avoir une croissance totale dans le sens où, genre, enfin, je sais pas, je commence à partir en couille, tu vois, mais peut-être que le monde, en moyenne, on devient tous meilleurs en musique et on devient surchaud en musique et surchaud en peinture et de plus en plus. Mais en fait, Ouais. du coup, la croissance totale existe, mais en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas ça qui pollue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense Ouais, ouais. que, Non, je vois ce que tu veux dire. donc, je comprends son point de vue de croissance individuelle et croissance totale, et je pense que c'est totalement valide du point de vue énergétique et tout ce qu'on a vu avec Jean Covici, qui est que Mmh. c'est un système fermé et que du coup, on n'a plus le choix. Mais par contre, je pense que dès lors qu'on s'intéresse au monde de l'artistique, au monde de l'abstrait, au monde de l'esprit, en fait, la croissance Mmh. totale, elle peut perdurer, tu vois. Ouais. Après, souviens-toi du livre Super Intelligence où en fait, on va créer une intelligence artificielle et Oui, on va créer des sondes de Van Neumann et on va peupler tout l'univers c'est vrai, c'est vrai. et on va mettre des panneaux solaires autour du soleil et on va se mettre bien. C'est peut-être que c'est possible d'avoir une croissance infinie. Enfin bon, au bout d'un moment, au bout d'un moment, il faudra bien qu'on s'arrête. Oui, et Mais voilà. peut-être même que mon truc de croissance totale intellectuelle, il aboutit à une AI destructrice, et du coup, même intellectuellement, faut pas avoir une croissance totale. Ouais, mais ouais, non, mais c'est possible. C'est pour ça que c'est intéressant son concept de pas de croissance totale, mais croissance individuelle. Mais en fait, son concept de ESS, en gros, je comprends que c'est intellectuellement attrayant, mais c'est aussi Mmh. un peu triste. Enfin, en gros, ça veut dire que tu frises un peu le monde, quoi. C'est-à-dire, on s'arrête. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. euh, Mmh. et en vrai, genre, enfin, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Et, encore une fois, on est tous les deux d'accord sur l'urgence climatique, et du coup, Mmh. il n'y a pas de débat entre nous, on est facile à convaincre, tu vois. Mais c'est vrai que si je me place d'un point de vue externe,
c'est quand même un peu triste et c'est quand même, t'as quand même envie de démonter cette théorie, tu vois. T'as envie de lui dire, on va pas friser le monde, tu casses les couilles, tu vois. Ouais, c'est pas une solution parfaite, ouais. C'est vrai que tu te dis, lui, il dit, ça résout le truc parce que ça offre une croissance individuelle et donc ça répond aux besoins de croissance à nos besoins physiques de croissance. Toi, tu dis que ça y répond pas tout à fait, quoi. Moi, je dis que ça répond pas tout à fait, mais après, c'est vrai que déjà, dans une première étape, ça serait, ça serait déjà C'est pas déjà pas mal mal. si on évite de poutrer la terre, si on partage mieux entre nous et du Ouais, coup, on arrête le total et on augmente l'individu et on le partage mieux, déjà, on est bien et dans 200 ans, on verra, tu vois. c'est ça, Genre, c'est ça. Et donc ils disent, la quatrième frontière devra libérer les gens et leur permettre de faire des choses intéressantes, reconnaissantes et géniales. La quatrième frontière devra être antifragile, donc ça c'est le concept de notre pote Nassim Taleb, devra être résistante à la capture et devra être incapable d'évoluer en quelque chose qui trahit ses propres valeurs clés. Voilà. Et donc, en conclusion, l'importance de comprendre le software humain est urgente. Les problèmes qu'on affronte sont le fruit de l'évolution. Toutes les solutions devront donc tenir compte de ces dynamiques. Le problème est évolutionniste et donc la solution l'est aussi. Est-ce que, Georges, là, tu sens que tu as eu un petit guide pour le 21e siècle en tant que chasseur-cueilleur? Est-ce qu'ils t'ont éclairé, est-ce qu'ils t'ont éclairé la voie ou pas? non, j'ai kiffé, en fait, je trouve que la démarche est intéressante et l'angle pris par le bouquin est intéressant. Heu, Ouais, c'est original. Par contre, je trouve ce qui manque, c'est que je trouve il y a plein de moments où pour le plaisir de la discussion, on a Mhm. pris pour vrai et on a pris pour acquis ce qu'il disait et en fait Ouais. et globalement, c'est ça aussi qui me pose problème avec tout ce qui toutes les théories évolutionnistes. C'est qu'en fait, c'est une tautologie, c'est-à-dire que en fait, le problème de la théorie darwinisme, c'est que c'est incontrable, en fait. C'est que genre, Mhm. en gros, tu dis: «Voilà, on est conçu comme ça, c'est logique, le monde animal fonctionne comme ça, on est là pour se perpétuer et du coup, nos comportements» et du coup, on en déduit tout un certain nombre de comportements, tu vois? Et moi, si tu veux, je suis d'accord avec ça, mais pour le coup, le problème vu que c'est imbattable et que genre, c'est incontrable, et que c'est un peu tautologique, du coup, il faut faire très attention aux comportements qu'on déduit. Il faut vraiment les démontrer. Il faut vraiment être très rigoureux dans la démonstration du comportement et de dire voilà, pour la survie de l'espèce, c'est vraiment comme ça qu'on agit. Et c'est le trait qui permet notre survie. Et du coup, on est comme ça de manière intrinsèque et on ne pourra pas le changer. Mais du coup, les traits qu'on sort comme ça, vu qu'on ne peut pas les changer et qu'on dit qu'on est comme ça et qu'on dit qu'il faut faire avec, il faut être extrêmement rigoureux dans leur démonstration, tu vois. Et après, c'est pas l'objet du bouquin. Mais voilà, Mhm. autant je souscris aux théories darwinistes, autant je suis pour qu'on approfondisse beaucoup plus les traits de base qu'on prend en input, tu vois. Bah, après, eux, ils sont vachement dans la démarche de, dans un premier temps, je comprends et dans un second temps, j'essaye de hacker le truc. Typiquement, il y a un passage dans le livre, où il te dit, oui, tu peux trouver, une explication darwiniste, au génocide, au viol. C'était sûrement intéressant d'aller piller la tribu d'à côté quand tu étais, une autre tribu et que tu étais en galère de ressources. Heu, mais tu sais, c'est ce qu'on disait, ça s'appelle le paralogisme naturaliste, je crois. C'est pas parce que tu as expliqué que c'était «naturel» entre guillemets que tu as expliqué que c'était bien, en fait. Ça a rien à voir, en fait. C'est pas tu peux condamner moralement un truc, même si tu dis que, le darwinisme l'aurait favorisé. Et donc leur démarche, c'est aussi, la démarche d'essayer de comprendre c'est quoi nos logiciels, c'est quoi nos softwares et d'essayer de le hacker au maximum. Oui, Tu vois, on l'a vu avec la monogamie, on s'est interrogé: «Est-ce qu'il y a un software monogame ou pas?» ouais, Avec la croissance, on s'est dit: «Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une croissance sans avoir une croissance?» Tu vois, c'est un peu cette démarche-là qu'ils ont tenté de faire, j'ai l'impression. ouais, non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et genre, tu vois, en fait, on est d'accord. Toi, quand tu dis, genre, comprendre le logiciel pour le hacker, moi, je dis, Mmh. genre, identifier nos traits darwinistes pour s'adapter ou pour légiférer ou pour. Tu Ouais, vois ce c'est que je veux dire. ça, ouais. Mais en fait, mon point, c'est, tu sais, c'est un truc de cause-conséquence. En gros, tu identifies les traits où tu comprends le logiciel et la conséquence, c'est que tu implémentes un certain nombre de hacks, soit Mmh. législatifs, soit culturels, soit industriels, enfin, divers et variés. Mais du coup, moi, mon point de vigilance, c'est de dire, je suis d'accord avec cette démarche-là
dans sa globalité parce que je crois à la théorie darwiniste. Par contre, Mm. faisons très attention au logiciel, à notre compréhension du logiciel ou aux traits qu'on croit identifier et démontrons-les de manière robuste avant de mettre en place des mesures compensatoires ou d'implémenter des choses pour les. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un peu c'est un peu, toi, ce que tu dis, c'est un peu, ça doit être préjugé vrai, mais ça l'est pas forcément, quoi. Enfin, Bah, faut faire attention. en fait, il faut faire vachement attention parce que c'est quand même une discipline un peu d'expert. C'est très dur de démontrer Mm. quelque chose d'afin. Tu vois, genre, nous, on n'a pas la Oui, c'est vrai. connaissance. Et en fait, à partir du moment où on Mm. te dit, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais genre, on peut te dire, euh, tu vois, un truc darwiniste, c'est genre, notre cerveau, il est conçu pour trop kiffer le sucre. Le sucre, c'est une drogue. C'est plus adapté à notre époque parce qu'aujourd'hui, on a une abondance de sucre. Du coup, il faut lutter contre le sucre et expliquer aux gens que c'est pas bien et ne pas en donner aux enfants. Ça, moi, je suis complètement Mm. d'accord avec ça. Et c'est darwiniste. C'est de dire notre cerveau Mm. fonctionne comme ça. Notre époque, il y a une abondance de sucre. Faut supprimer le marketing Mm. pour ces trucs-là. Faut pas en donner aux enfants. Je Mm. suis d'accord. Mais parce que le postulat de base est vrai. Imagine, genre, Mm. on avait pris un postulat de base complètement faux, qui est genre de dire, Oui, c'est vrai. tu vois, et du coup, on avait implémenté des trucs, genre, faut filer des seringues de sucre à tous nos gosses, tu vois. Et, du coup, bon, là, je t'ai pris un exemple facile, mais tu vois, c'est comme sur l'histoire Non, 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 je vois ce que tu veux c'est comme dire. sur les histoires de viol, etc. Donc, mon point, c'est soyons extrêmement vigilants Mm. et extrêmement rigoureux et cross-checkons dans tous les sens les postulats de base, tu vois. Parce qu'en fait, derrière, on va Mm. implémenter des trucs et on va les considérer comme irréfutables. On va dire, bah si, c'est parce que c'est darwiniste, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire? Du coup, faisons attention, tu vois. Ouais. Et, Ouais, ouais, et ouais. voilà, ce que je reproche au bouquin, enfin, c'est pas un reproche, c'est peut-être qu'il faudra, c'est qu'il y a plein de Ouais. postulats de base qui est de, voilà, le darwinisme dit que, et du coup, faisons ça. Et voilà, sur le darwinisme dit que, moi je dis, soyons vigilants. Tu Non, non, mais c'est vrai. Et puis, je pense que leur conseil de revenir aux principes de base, Oui, enfin, en gros, il s'applique aussi, quoi. C'est juste, c'est ça, quoi. Pensez par vous-même, utilisez les principes de base et ne prenez pas toute autorité pour argent comptant. Et je pense que si tout le monde fait ça, ça peut être cool. Et on s'arrête là? yes, c'était cool. Ouais, c'était cool.